Bonjour, bienvenue à cet atelier que j'ai présenté ce matin comme route des crêtes. En effet, il s'agit d'un atelier original qui donne la perspective comment s'organiser pour accueillir des personnes avec addiction, du point de vue, je commencerai par moi, du point de vue médical et des nouvelles données et de la perte de contrôle, du craving, et puis du côté des directions d'établissements sanitaires ou médico-sociaux, hospitaliers, du côté du réglementaire, puisqu'il y a des règlements, il y a des lois qui s'appliquent, et puis il y a un phénomène pathologique dont la compréhension au cours du temps évolue, et la pratique médicale et la pratique soignante, elle est déterminée par un texte de loi, le Code de la santé publique, dans lequel il y a le serment d'Hippocrate et qui contraint les médecins, mais aussi les autres professionnels, à pratiquer en fonction des données actuelles de la science. Les données de la science, elles n'ont pas la temporalité des données de la réglementation. Donc c'est logique qu'il y ait un décalage. Et je dirais, pour alimenter le débat avant même d'avoir démarré, une équipe médicale pluridisciplinaire qui fait bien son travail, elle doit être hors des clous réglementaires. Mais ça va être à discuter. Donc c'est co-animé, on l'a monté avec Aurélien Bottard, qui est directeur, qui est titulaire d'un doctorat de sciences politiques, qui a fait, comme tous les directeurs, l'école qu'appréhendent tous les médecins à Rennes. Mais, nonobstant, nous avons échangé et collaboré, il a déjà échangé avec d'autres médecins, il s'intéresse à ce qu'on fait, et du coup il nous encourage à ce qu'on s'intéresse à ce que lui-même fait. Et donc on a monté cet atelier pour examiner cette question entre rappel au règlement, rappel à la loi, et accueil inconditionnel. Voilà comment on trouve la bonne navigation. Donc du coup l'atelier, il est fait d'un mélange à la fois de personnes qui ont fait de la recherche, de personnes qui sont des praticiens, de personnes qui sont du côté des directions, de personnes qui sont du côté médical. Et la co-animation va se faire avec le professeur Amin Benyamina, que tout le monde connaît, je ne présente pas, mais qui est là aussi en tant que président de la Fédération française d'addictologie, donc avec un souci de regarder de façon opérationnelle, voilà, entre deux extrêmes, comment faire quelque chose qui puisse s'appliquer à tout le monde avec la meilleure qualité, ce qui n'est pas non plus un challenge. Enfin, ce qui est aussi un challenge. Donc les participants sont M. Aubert, qui est directeur de l'établissement de santé mentale d'Esquirol, à Limoges, le docteur Amin Benyamina, qui est à La Rochelle. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Lui, c'est Ben Dimrad, moi, c'est Benyamina. Mais c'est pas, on est tous des Ben. Voilà. Bon. Ça a commencé très mal, on continue. Donc, Aude Rouge, qui est cadre de directeur du XAPA BICIA, donc tout le monde connaît le XAPA BICIA, enfin tout le monde connaît un THS, mais derrière THS, il y a un XAPA, je dirais, ordinaire, donc qu'elle va représenter à cette occasion, et ensuite deux personnes qui ont donné un point de vue de données de la recherche, le docteur Anthony Casalis, qui a fait un travail sur la stigmatisation, donc qui est psychiatre addictologue, a travaillé à l'Université de Bordeaux et a fait un travail qui est en train de sortir en ce moment dans une revue internationale sur la stigmatisation des personnes avec addiction par les professionnels de santé. Et puis Marie-Geoffrey Roustine, qui est, pareil que je ne présente pas à THS, qui est une sociologue qui a beaucoup travaillé sur la question usage de substances, usage de drogue et de la perspective sociologique. Donc vous voyez, ça va être quelque chose de riche. Pour commencer, M. Bottard a préparé un diaporama trop long, mais qu'il va abréger, pour mettre un peu pour provoquer chaque intervenant et nous permettre d'avancer. Alors, ce qui est très important, nous, on souhaite absolument interagir avec vous. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu, grosso modo, tout le temps qu'on va prendre, c'est à peu près la moitié du temps de l'atelier, puisqu'on a 2 heures, pour qu'il y ait au moins autant de temps d'interaction avec vous que nous qui nous écoutons parler. Voilà. Et on pourra
au fur et à mesure. Moi, je vais m'assurer qu'on n'oublie pas le dernier intervenant, mais on va, à la différence des sessions, on va prendre des questions après chaque... prendre des réactions ou des questions après chaque intervenant. Ça va être bien. Oui. Merci, professeur. Le décor est planté. Vous aurez compris qu'on travaille bien ensemble et quasiment tous les jours. Juste un mot complémentaire sur la genèse de cet atelier, même si Marc Auriacombe l'a déjà évoqué. Je ne ferai pas plus d'une heure de diaporama, je vous rassure tout de suite, sur la durée de l'atelier. La genèse de l'atelier, c'est un premier échange qu'on a eu en 2021, en fait, quand je suis arrivé à Charles-Perrins en tant que directeur adjoint. On a commencé à échanger rapidement avec Marc Auriacombe, avec Saman Saram aussi, qui est le responsable du XAPA de Perrins et qui est dans la salle. Et on s'est rendu compte que nos positions respectives pouvaient générer parfois des incompréhensions, des tensions sur certaines situations. Pour caricaturer, le directeur qui a la responsabilité de la conduite de l'établissement, responsabilité y compris pénale, a une position qui est forcément plutôt celle d'assurer la sécurité dans toutes les circonstances des personnes accueillies et des professionnels, alors qu'au niveau médical, on a rapidement mis le doigt sur le fait que l'accueil inconditionnel devait être la boussole qui nous guide tous. Donc au-delà de ce débat qu'on a eu la première année, il s'est trouvé que l'an dernier, on a eu un cas concret qui justifie aujourd'hui la tenue de cet atelier. On a eu plusieurs incidents graves le dimanche, à un moment où le XAPA de Perrins ne fonctionne qu'avec 2 professionnels. Historiquement, cet accueil du dimanche il avait été mis en place, je crois, dans le cadre du centre Méthadone, si je ne m'abuse, en 92, sur Perrins. Et c'est un service aux personnes avec addiction qui perdurait donc, depuis 92 sur le territoire de Bordeaux. Et on a eu en 1 an et demi 3 incidents, dont un qui aurait pu être potentiellement grave, puisqu'il y a eu une menace sur les professionnels avec un couteau, qui nous a conduit à avoir un débat difficile au sein du pôle d'addictologie et qui a finalement conduit à arrêter cette prestation du dimanche puisque certaines pharmacies d'officine pouvaient assurer la délivrance de traitements qu'on assurait jusqu'à présent. Mais ça n'a pas été très simple et pour le coup, on a une vision un peu différente de ce sujet-là. Et on s'est dit que sur cette thématique, il manquait malheureusement sans doute des recommandations de bonne pratique. On a les recommandations de bonne pratique de 2019 de la HAS sur les risques liés à la consommation, le risque infectieux, le risque de surdosage. On a des recommandations de bonne pratique sur l'association des aidants de l'environnement familial à la prise en charge, mais on a très peu de recommandations aujourd'hui, et d'ailleurs on a eu du mal à trouver des éléments dans la littérature, sur comment gérer collectivement, médecins et directeurs, le risque de violence qui est forcément existant dans nos structures XAPA Carré. Donc voilà simplement pour replacer le panorama de l'atelier et la genèse avec Marc Auriacombe. Pour le coup, l'argumentaire de l'atelier, je viens un peu de le définir et comme on m'a sommé d'être court, je vais m'y astreindre. Quelques apports théoriques et quelques réflexions avant de donner la parole à nos intervenants. La première, on a souhaité mettre quelques-unes de presse simplement pour souligner que l'angle de la société, l'angle médiatique avec lequel on s'attaque à ces questions, il est finalement toujours le même, c'est un angle qui est clairement plutôt sécuritaire et dans le sens d'une sécurité maximale. Et finalement qui paradoxalement, comme l'a dit le professeur Auriacombe, peut nuire à la vraie sécurité et à un accueil inconditionnel des personnes. Je ne développe pas, mais il s'agit de réclamer une salle de consommation à moindre risque à Marseille et Bordeaux, des ravages des addictions à Saint-Martin dans les Antilles, sans parler de Philadelphie et de la drogue du zombie. Mais effectivement, dès qu'on aborde le sujet sous un prisme médiatique, c'est clairement sous l'angle sécuritaire et sous l'angle des troubles et des problématiques de sécurité publique. Et ce n'est pas totalement étonnant, puisque en fait, les questions de santé, jusqu'en 1920, elles ont été traitées par le ministère de l'Intérieur. Et il a fallu attendre 1920 pour mettre en place un ministère de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance en France. Et je vous conseille un article d'Olivier Renaudy de mars 2023 sur la planification de la sécurité au sein des établissements, qui montre justement que dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, avec des plans Vigipirate renforcés, avec des plans de sécurisation des établissements, on est clairement conduit à être dans une dynamique qui est avant tout celle d'assurer la sécurité
à tout prix et parfois au prix de l'accueil des personnes dans nos structures. Bon, je passe rapidement sur le fait qu'il y a un rôle de contrôle social d'Exapa qui est clairement demandé par les financeurs. Julien Chambon souligne que ce rôle de contrôle social, il n'est pas forcément appliqué de façon bête et méchante dans l'ensemble des structures, mais que c'est un rôle logique pour l'ensemble d'Exapa et Carune. Et j'insiste surtout, et ça va faire le lien avec la première présentation du docteur Casalis, sur l'évolution dans la pensée, dans la littérature, autour de la place du patient, de la personne ayant une addiction. Anne Coppel, en 2018, soulignait ainsi que dans le langage, au moins des équipes soignantes, on était passé en quelques années du toxicomane à l'usager de drogue qui doit être, comme chacun d'entre nous, acteur de sa santé. Et cette philosophie-là, elle amène déjà des expériences intéressantes au niveau local qui ont permis de faire diminuer les actes et les passages à l'acte sur certaines structures. Là, je cite rapidement un travail qui a été fait par une infirmière du XAPA d'Agen-la-Verrière, Madame Chabreau-Dupuis, qui l'a fait dans le cadre du DU Addiction qu'elle a passé à Bordeaux, où elle montre que la compréhension de la logique du craving et de ce que ça implique en termes de comportement avait permis à la structure de diminuer largement les passages à l'acte. Et donc, ce mémoire est accessible et je vous conseille d'en prendre connaissance. Ça a été assez intéressant parce que ça a été un projet d'équipe, un projet collectif de formation autour du craving qui a permis de diminuer la violence sur ce XAPA Agenais. Je cite aussi un dernier travail, celui de Cécilia Comelli sur les dispositifs d'accompagnement dans la ville de Bordeaux, où elle souligne que les dispositifs d'équipe mobile qui vont directement au plus près des usagers ont permis de mettre en place une ville solidaire et hospitalière qui évite les principaux passages à l'acte. Voilà quelques réflexions pour entamer cet atelier. Et je vais laisser Marc-Henri Combe introduire la présentation d'Anthony Casalis, qui est notre premier intervenant. Et suite à cette présentation, comme après chaque présentation, on aura un temps d'échange avec vous et pour croiser les regards. Très bien, merci. On est dans les temps. Donc, Anthony Casalis, qui est psychiatre addictologue, qui donc a fait un travail qui va nous présenter, qui a travaillé pendant 2 ans comme assistant au pôle interétablissement d'addictologie sur le site de Haut-l'Évêque à Bordeaux, et qui actuellement est dans l'équipe médicale des Landes au XAPA La Source. La Source. Voilà, j'espère que le directeur de La Source n'est pas là. Anthony. Excuse-moi, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, moi, mon rôle aujourd'hui va être en effet de vous présenter les résultats d'un travail de recherche que j'ai mené sous la direction du professeur Auréa Combe et avec la collaboration du laboratoire SAMPSI de Bordeaux. Ce travail donc a porté sur la stigmatisation des personnes avec addiction par les professionnels de santé. Et en fait, il est né, on parlait de genèse, en fait, il est né de mes premiers pas d'interne. En effet, j'avais à ce moment-là déjà perçu une attitude différente des professionnels de santé à l'égard des personnes avec addiction. Alors la stigmatisation, c'est quoi? C'est faire d'une caractéristique ou d'un comportement un objet de critique, de blâme et possiblement d'exclusion. Alors l'OMS montrait que la stigmatisation était un des principaux obstacles à l'accès aux soins en santé mentale, parmi lesquels l'addiction fait partie des pathologies les plus fréquentes. Alors la stigmatisation est un phénomène qui prend naissance dans la société, qui entretient des représentations négatives de la personne avec addiction. On y reviendra plus précisément. Le risque, c'est que les personnes avec addiction elles-mêmes internalisent ces stéréotypes négatifs et développent ce qu'on appelle l'autostigmatisation. Enfin, les professionnels de santé, qui sont membres à part entière de cette société, vont également être influencés dans leur pratique quotidienne par ces stéréotypes, ces représentations négatives. En découle de ces 3 mécanismes une diminution de la recherche, de l'accès et de l'adhésion aux soins des personnes avec addiction. Alors, si la stigmatisation est un phénomène qui remonte, qui a pris ses fondements dans l'Antiquité, c'est quelque chose qui semble avoir traversé le temps. En parallèle, l'addiction a vu son paradigme un peu évoluer, passant d'un modèle plutôt moral à un modèle médical. Et en parallèle, depuis les dernières décennies, l'addictologie s'est développée comme une discipline à part entière. Alors, l'objet de ce travail a porté sur ce constat. Il s'agissait de connaître aujourd'hui quel était l'état de la stigmatisation dans ce sujet des personnes avec addiction, quelle était son expression,
Quels étaient les professionnels qui avaient tendance à stigmatiser et qui étaient les personnes avec addiction qui étaient d'autant plus stigmatisées et comment ce phénomène avait évolué au cours des dernières décennies. Juste un point méthodologique, on a fait le choix d'utiliser une revue focalisée, donc c'est-à-dire qu'on a pris uniquement des revues de la littérature pour avoir une vue assez haute, avoir un panel assez large, sans restriction sur les objets d'addiction, comportements ou substances, sans restriction sur les professionnels de santé et sans restriction sur les lieux de soins. Alors là encore, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a obtenu 19 publications, 11 revues systématiques et 8 revues narratives de qualités différentes. Mais nous avons pris toutes les qualités de revues en pondérant les résultats justement sur cette qualité de revue. Malheureusement, nous n'avions pas de données sur les addictions sans substance. Alors, le premier résultat portait sur la prévalence de la stigmatisation et nous avons donc retrouvé une proportion de 20 à 51% de professionnels qui développaient des attitudes négatives. L'expression de cette stigmatisation était d'abord sur les personnes avec addiction, jugées par ces soignants comme étant non motivées, difficiles, antisociales, agressives, voire violentes. Ces mêmes professionnels pouvaient avoir un regard sur l'addiction en la décrivant comme étant plutôt une faiblesse de caractère, un manque de volonté, un trouble éventuel mais dont le patient était responsable. Et d'autres professionnels, notamment à l'égard de l'addiction au tabac, voyaient plutôt cet usage non pas comme un trouble de l'usage mais comme une aide, un soutien dans le cadre de symptômes psychiatriques, voire même dans la grossesse. Enfin, les professionnels associaient la prise en charge addictologique à quelque chose d'inefficace, de difficile, de non prioritaire. Ils craignaient un impact sur un trouble psychiatrique comorbide éventuel ou sur une autre addiction. Et une crainte qui revenait souvent dans les études, notamment dans le cadre de la médecine générale, était la crainte de la dégradation de la relation entre le patient et le soignant si le médecin généraliste abordait un sujet qui fâche. Alors, quels professionnels stigmatisent ? Eh bien, nous avons retrouvé une association entre une attitude positive des professionnels et des professionnels formés en addictologie, des professionnels qui avaient une expérience avec les personnes avec addiction et qui avaient développé des représentations positives. À l'inverse, des représentations négatives et un manque de temps et de soutien dans la pratique étaient associées davantage à des attitudes négatives des professionnels. Enfin, il y avait toute une pluralité de variables qui montraient une association inconstante, que ce soit l'expérience personnelle, c'est-à-dire les antécédents personnels ou familiaux d'addiction, la catégorie professionnelle, l'âge, le sexe ou le niveau d'études. Mais si cela était pondéré sur la formation en addictologie, on repérait que les professionnels, qu'ils soient jeunes ou âgés, hommes ou femmes, s'ils avaient beaucoup ou peu d'expérience personnelle, pouvaient développer une attitude positive à l'égard des personnes avec addiction. Quelles personnes étaient stigmatisées ? Donc évidemment, les professionnels avaient une attitude négative d'autant plus importante que les personnes soignées étaient des personnes avec addiction par rapport à une pathologie somatique ou psychiatrique, que ces personnes-là avaient un antécédent judiciaire ou une comorbidité, qu'elle soit physique ou psychiatrique, que leur addiction était plutôt en phase de rechute plutôt qu'en phase de rémission. Un petit focus sur l'attitude négative vis-à-vis du type de substance. Alors, de manière assez classique, on a retrouvé que le stéréotype, le stigma était plus important par rapport aux personnes avec addiction à des substances illégales, cocaïne, héroïne et autres, par rapport à l'alcool. Donc là, on retrouve bien le stigma du toxicomane, de l'héroïnomane, qui fait rien pour se soigner. Ce qui était un peu plus surprenant, mais d'autant plus intéressant, c'était que l'addiction au tabac souffrait d'une attitude négative quand même des professionnels. Alors c'était une stigmatisation moins spectaculaire, peut-être plus discrète, mais tout aussi importante. C'est-à-dire que la stigmatisation là venait du fait que le trouble de l'usage du tabac était considéré comme étant moins important, moins prioritaire, mais du coup amené à une discrimination puisque les patients souffrant d'addiction au tabac n'étaient pas traités par ces professionnels. Enfin, la question était d'essayer de voir quelle était l'évolution du stigma au cours du temps. Alors, on a deux pistes un peu contradictoires. Certaines études montraient une persistance d'attitudes négatives, sans rentrer dans les détails. D'autres revues de la littérature évoquaient une diminution récente des attitudes négatives. Malheureusement, la qualité des revues ne permet pas de conclure réellement sur ce point et ça mériterait des travaux un peu plus précis.
Alors on s'est quand même questionné sur pourquoi la stigmatisation était toujours d'actualité finalement. Je vous rappelle la prévalence entre 20 et 51% des professionnels. Alors une première piste, c'est la coexistence entre le modèle moral et le modèle médical de l'addiction. Le modèle moral, vous le savez, représente l'addiction comme une faiblesse de caractère dont la personne est tenue pour responsable, donc de son trouble, mais aussi de sa résolution. Et les éventuels troubles du comportement étant liés à cette addiction relèvent alors davantage du système judiciaire que du système sanitaire. Au contraire, le modèle médical en vogue à ce jour renvoie l'addiction à une maladie chronique comme les autres, à la personne malade souffrant d'une pathologie chronique comme les autres, et donc relève du système de santé. Donc face au modèle moral, on a vu qu'il était associé à une attitude négative. À l'inverse, le modèle médical était associé à une attitude positive des professionnels. On a quand même retrouvé dans la littérature une persistance du modèle moral, y compris dans des structures d'addictologie. Et on s'est posé la question du pourquoi cela persistait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux qui défendent parfois le modèle moral le font pour protéger le patient. Ils estiment que le modèle médical peut figer le patient dans une position de victime impuissante d'un trouble qui serait incurable. Or, d'autres défenseurs plutôt du modèle médical disent qu'en effet, le fait de diffuser le modèle médical permet de donner accès à un traitement efficace et renvoie à des attitudes beaucoup moins stigmatisantes. Donc, une idée serait de diffuser ce modèle médical. En parallèle, on a vu l'importance de la formation en addictologie. Or, beaucoup de professionnels manquent de formation spécifique, mais la formation, si elle améliorait les connaissances et les compétences des professionnels, pouvait avoir un impact plus limité sur l'attitude envers les patients. Alors, une équipe a recherché l'intérêt de former spécifiquement sur la stigmatisation, sur ce sujet spécifiquement, et a montré une amélioration d'autant plus positive des attitudes des professionnels. Là encore, on trouve une piste d'amélioration des pratiques. Et enfin, un sujet qui nous touche tous, M. Vautard en parlait juste en introduction, on a longtemps utilisé un vocabulaire inadapté pour parler des personnes avec addiction, c'est-à-dire qu'on utilisait un langage qui faisait l'amalgame entre la personne et son trouble. Aujourd'hui, on essaye de développer un champ lexical qui fait bien la distinction, qui ne renvoie pas le patient à son identité juste de patient, mais de personne avec addiction. Pour conclure, on voit que les attitudes négatives persistent, qu'elles ont un impact sur l'accès aux soins des patients. Si les patients viennent moins dans le soin, évidemment, la prise en charge manque d'efficacité, ce qui va à la fois renforcer l'attitude négative des professionnels de santé. L'idée est qu'en enseignant un modèle médical, en formant peut-être davantage sur la stigmatisation et en soutenant les professionnels dans leur pratique, on espère diminuer les attitudes négatives, renforcer l'accès aux soins des patients et améliorer donc nos prises en charge. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend des questions ou on avance un peu sur les témoignages peut-être? Oui, on va prendre quelques questions ou alors des réactions sur ce qui vient d'être présenté par notre collègue, le docteur Anthony Casalis. Oui. Bonjour. Présentez-vous, comme ça on arrive à échanger. Olivier Lemins de l'association Prose à Montreuil en Ile-de-France. Oui. Vous parlez de deux modèles, un médical et un moral. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie, RDR, par exemple? C'est une question. Hein, voilà. Parce que pour le coup, ça a l'air de. Ce que vous avancez, c'est qu'il y a une approche médicale et une approche, comment dire, vraiment de soins. Une qui est plutôt morale et moralisatrice et plutôt judiciaire. Et une troisième qui pourrait exister de prise en compte de la consommation et d'accompagnement des consommations vers juste un mieux-être. Alors je crois qu'un des articles qu'avait publié le professeur Henri Lacombe était qu'entre RDR ou soins, il ne fallait pas choisir. Je crois que je vais répondre de cette manière-là. Pour moi, ça fait partie du modèle médical, c'est-à-dire qu'on considère que la personne a cette problématique d'usage. Ensuite, où elle en est dans son parcours de soins, ça c'est à discuter. Mais pour moi, ça fait entièrement partie de nos préoccupations. Et donc, je ferai rentrer la RDR dans le modèle médical, justement. Et pourquoi pas dans le modèle moral? Alors, pour moi, dans le modèle moral, la question est de responsabiliser le patient, mais dans le sens de lui céder
toute la responsabilité de son problème, de sa résolution, donc qu'il se débrouille finalement. Donc, s'il doit choisir du matériel, qu'il se débrouille avec finalement. C'est-à-dire qu'il n'a pas finalement, s'il n'est pas prêt à être soigné, il se débrouille, il voit de son côté s'il peut trouver du matériel adapté, voilà. Ou trouver des techniques pour réduire son usage. Donc, dans ton esprit, le modèle moral renvoie forcément à une vision un peu, comment dirais-je, négative, de jugement. Alors, les résultats de notre recherche renvoient à ça. Mais je crois que c'est l'occasion de dire que je crois que beaucoup de professionnels peuvent stigmatiser en pensant au contraire bien faire. Voilà. Ça, c'est quelque chose parce que je ne pense pas qu'il y ait réellement de professionnels de santé qui veuillent le mal des personnes avec addiction, mais voilà. En tout cas, ça renvoyait dans les données que j'ai pu recueillir à des attitudes jugeantes, donc négatives. Ouais. C'est un travail que tu as fait dans une structure de psychiatrie de secteur? Alors, ça? C'était une revue de la littérature. D'accord, ok. Parce que, je me permets, la manière avec laquelle tu as exprimé la façon d'appréhender le tabac renvoie à un milieu qui ne connaît pas l'addicto, qui est très souvent celui que j'ai rencontré pendant 20 ans à l'hôpital psychiatrique. Et qui est un modèle, malgré tout, moral, même si les psychiatres s'en défendent. Et je suis psychiatre, hein, donc je peux l'ouvrir. Oui, d'ailleurs, les études Alors, il y avait deux types d'études qui évoquaient la prise en charge du tabac. Il y avait des structures psychiatriques où là, les professionnels défendaient l'idée qu'en allant fumer une cigarette avec le patient, ça va l'apaiser. Donc finalement, on ne va pas traiter quelque chose qui apaise. Et il y avait aussi... Oui, ce qui peut être vrai aussi. Et d'un autre côté, il y avait également des structures d'addictologie, des XAPA, qui, eux, voyaient l'addiction au tabac comme étant vraiment moins prioritaire. Donc, il y a d'autres choses à s'occuper avant, ce qui n'est pas forcément faux non plus, mais qui avait tendance à du coup, oublier de traiter. Voilà. Hélène Paillard, je suis médecin au XAPA du centre hospitalier de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. J'ai une question, c'est la première fois que j'entends ce terme, formation sur la stigmatisation. Est-ce que je pourrais en savoir plus? À quoi ça correspond? Parce que enseignement d'un modèle médical, oui, on nous le demande, ça. Soutien dans la pratique, oui. Mais formation sur la stigmatisation, ça m'intéresse beaucoup. Alors, c'était une équipe qui avait évalué donc l'amélioration des attitudes chez des internes sur des personnes avec addiction aux opiacés. Et en fait, ils diffusaient à la fois des témoignages de personnes avec addiction qui étaient en rémission et qui, en fait, expliquaient ce qu'était la stigmatisation, quels étaient le mécanisme. En introduction, j'expliquais la stigmatisation sociale, autostigmatisation, stigmatisation plus structurelle. Et en fait, moi, je me suis aperçu qu'en faisant ce travail, j'ai beaucoup appris aussi sur les mécanismes de la stigmatisation. Donc l'idée, c'est de vraiment ouvrir la voie à expliquer un phénomène social dont peuvent souffrir les patients. Voilà. Et notamment l'autostigmatisation. Avoir conscience que le patient peut, lui, se dévaloriser et lui s'auto-stigmatiser, donc s'éloigner du soin finalement. Voilà. Juste une précision rapidement, c'est que les travaux d'Anthony Casali seront bientôt en open access. Et on prend au vol la question de la formation, puisqu'on a un centre de formation à Perrin qui pourrait peut-être s'appuyer sur vos propositions pour construire quelque chose. Deuxième intervention. Alors, je vais présenter Aude Rouche. Donc, tu es cadre de direction au XAPA Associative BICIA. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est celui qui organise le colloque, on est bien d'accord? et donc, là, on change du soignant à la responsabilité, comme l'a introduit Aurélien, qui va jusqu'à la responsabilité pénale, quoi. J'ai bien entendu, hein. Donc ça, c'est important. Et donc, du coup, il y a 3 questions qu'on a dégagées. Merci Aurélien. Quelles sont les difficultés que tu as en tant que directrice ou cadre de direction, tu as pour l'accueil des patients? Est-ce que vous avez, par exemple, un règlement ou bien oui, c'est ça. Et puis, est-ce qu'il y a des solutions qui ont été ébauchées pour les situations un peu difficiles? Ça, c'est 3 questions, mais tu peux évidemment déborder, Aude. Merci beaucoup. Bonjour.
Alors, effectivement, on est déjà, peut-être une petite précision, comme l'a dit Amine Benyamina, on est un XAPA associatif. Donc, ce que je vais dire là, évidemment, n'est pas quelque chose à essayer de calquer sur les différents modèles de XAPA qu'on peut trouver en France, à savoir des XAPA hospitaliers ou intra-hospitaliers ou associatifs intra-hospitaliers. Enfin bref, nous sommes associatifs dans un bâtiment complètement à part. Et notre directeur est également médecin psychiatre du XAPA. Donc, ce qui me fait rebondir sur l'introduction de monsieur Vautard, c'est-à-dire que nous, l'impulsion de la science et du médical est de fait par le statut de notre directeur d'établissement établie comme étant celle qui doit faire avancer la science, et les pratiques de l'équipe pluridisciplinaire du XAPA s'appuient sur ces données-là et ces avancées-là. Donc on n'a pas tellement le distinguo directeur d'établissement et directeur médical, dans la mesure où il est incarné par une seule personne, ce qui n'empêche qu'on a, dont moi je suis la représentante, tout un volet administratif, réglementaire qui doit être mis en œuvre pour obéir aux lois et aux règles des établissements sociaux et médico-sociaux, mais que nous faisons vivre en fonction de nos pratiques et des personnes que nous accueillons au centre. Donc, une des difficultés que nous avons, évidemment, c'est de ne pas, c'est ce que vous disiez en introduction, d'essayer de ne pas rentrer dans une case quelque chose ou quelques personnes qui ne sont pas catégorisables. C'est-à-dire que quand on est un XAPA avec un accueil inconditionnel qui prend en charge tout type d'addiction, évidemment qu'on va avoir des profils très divers, très diversifiés de personnes qui vont se rendre au centre, qui ne vont pas rencontrer forcément les mêmes professionnels, donc du personnel médical, mais aussi du personnel socio-éducatif, du personnel psychothérapeutique, et dont les attentes ne seront pas les mêmes quand elles passeront la porte du centre que celles qui vont venir, par exemple, prendre un traitement méthadone ou de substitution aux opiacés dans une logique du quotidien et de répondre à un besoin physiologique d'obtenir un traitement. Donc c'est difficile pour nous d'établir un règlement en soi qui permettre de couvrir tout le champ des possibles que va donner cette variété de publics. En revanche, on est d'accord tous ensemble au niveau institutionnel pour poser les choses régulièrement et dire quelle situation peut être acceptée par le personnel qui accueille ces personnes et quelles situations ne peuvent pas être acceptées, et qu'est-ce qu'on en fait du coup quand un professionnel, quel que soit le métier qu'il incarne dans le centre, se trouve en difficulté. Donc on a un règlement de fonctionnement qui balaye en fait les droits et les devoirs du personnel, mais qui correspond à ce qu'on va appeler du bon sens, c'est-à-dire le respect de l'intégrité des personnes que l'on accueille, le respect de leur dignité, le respect du rythme dans leur pathologie, mais également qui va poser aussi un cadre aux usagers et qui va aussi tenir vous allez me dire, du bon sens, c'est-à-dire le respect des personnels qui vont les accueillir, le respect des locaux, le respect du matériel. La difficulté qu'on va avoir, c'est que tout ça, ça va se jauger au jour le jour en fonction des personnels qui seront présents, en fonction des usagers qui se présenteront. Et donc notre temps de réactivité, souvent appelé, doit être immédiat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre à demain une décision qui met en difficulté un jeune consommateur qui vient à sa première consultation cannabis, lorsqu'il rencontre une personne à un état d'ébriété dans le centre qui n'est pas content parce qu'on n'a pas pu lui donner son dosage de méthadone parce que sa bandelette ne le permettait pas. Donc tout ça, il faut qu'on apprenne en discutant ensemble, mais surtout ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est la fonction de chargé d'accueil qui pour nous a été une petite soupape au XAPA. Ce sont des personnes souvent de profil éducateurs spécialisés et qui sont positionnées dans la salle d'attente le matin lorsque la permanence est ouverte pour les traitements de substitution aux opiacés, et qui permet d'échanger et de réduire un peu ce temps d'attente qui peut être compliqué pour certains patients en les écoutant, en les orientant vers le service social s'il y a besoin, en attendant que l'infirmerie soit disponible pour les recevoir. Et ça permet aussi d'éviter ce que on estime être une difficulté, c'est le regroupement en fait devant le centre ou au sein du centre de personnes qui finalement se rencontrent là parce que le point accueil jour est fermé et que c'est l'occasion d'aller boire un café tous ensemble, même si dans le lot il y en a 4 qui sont là pour juste prendre un café et qu'il y en a un qui vient effectivement pour une consultation. Qu'est-ce qu'on fait de ce groupe de personnes sans les mettre dehors non plus
et en entendant leurs besoins. Donc le rôle du chargé d'accueil pour nous a été, a vu en tout cas pour les médecins et pour les infirmiers des permanences le matin, a été une petite soupape. Ensuite, l'autre chose sur laquelle je rebondis par rapport à votre PowerPoint, monsieur le docteur Casalis, c'est la formation. La formation en addicto, la formation notamment du DU addicto, a permis à beaucoup de nos travailleurs sociaux de comprendre une pathologie, ou en tout cas la multiplicité des pathologies d'addiction qui sont accueillies dans le centre, et de mieux raisonner, de pouvoir échanger sur un statut, alors peut-être d'égal à égal sur ça en tout cas, avec leurs collègues médecins et infirmiers qui avaient déjà ce bagage de connaissances, pour essayer de comprendre et d'adapter quel comportement ou quelle attitude adopter en fonction d'un patient, et en ayant du coup une meilleure compréhension de la pathologie qu'ils avaient en face. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de proposer au maximum aussi de professionnels du centre. Voilà. Et ensuite, pour nous, donc, l'un des meilleurs espaces, en tout cas, que l'on a trouvé pour l'instant, et qui est là, pareil, vous allez me dire que je n'ai pas beaucoup bossé aujourd'hui parce que ça paraît bateau, ce sont les réunions institutionnelles qui sont chez nous interdisciplinaires et à laquelle participent à la fois l'équipe médicale, à la fois l'équipe thérapeutique, infirmiers, travailleurs sociaux, chargés d'accueil, secrétaires, et pendant lesquelles on pose les situations les plus difficiles, et au bout duquel, si une décision doit être prise et a pu être reportée au temps de cette réunion, est tranchée par un membre de la direction ou le directeur lui-même. C'est important pour moi de rappeler ça, c'est que l'interdisciplinarité, elle ne s'arrête pas juste sur le papier, mais que dans un XAPA, si toutes les professions sont jugées et estimées utiles pour la prise en charge globale d'une personne, elle nécessite aussi d'être entendue sur le même plan, toutes ces professions, et de pouvoir mettre en commun les difficultés et la diversité des accompagnements qui découleraient du coup des solutions qu'on prend en équipe. Voilà. Voilà à peu près ce que je peux dire sur le fonctionnement de notre centre et sur l'ambiguïté entre réglementaire et pratique, on va dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Audrouche dans la salle? Oui. J'entends bien ce que vous avez dit donc, sur ce que voilà, vous avez pu mettre en place. Oui, Dorothée Pierrard, directrice du Carré d'Ego, association Aurore, à Paris. Et donc, voilà, j'entends ce que vous avez mis en place, notamment avec des accueillants, travailleurs sociaux. Mais est-ce que, justement, vous avez pu mettre des choses en place directement avec les personnes accueillies, avec les patients, en fait? Quid de leur participation dans le fonctionnement de la structure? Parce qu'on voit que c'est des choses qui fonctionnent, que ce soit la régulation entre les personnes accueillies, que ce soit aussi peut-être par de la pérédance. Alors, je vous remercie et je tiens à m'excuser auprès de ma collègue Virginie, que pourtant je l'ai noté. Nous avons une médiatrice santé-père également au centre. Voilà. Je suis vraiment désolée d'avoir omis qui effectivement est maintenant que nous avons cette personne-là avec nous depuis 2 ans, nous paraît évident. C'est un métier et un rôle qui nous paraît évident, mais qui n'était pas forcément il y a plusieurs années. Donc oui, le métier de médiateur santé-père et l'implication des usagers, évidemment que ça participe au bon accueil et à la bonne compréhension des comportements à avoir avec ses pairs. Ça, c'est une chose. Après, je ne vous cache pas qu'en étant un XAPA associatif, ambulatoire, tout ce qui a trait au conseil de vie sociale, par exemple, que nous n'avons pas tellement de difficultés à mettre en place dans d'autres services, dans un XAPA ambulatoire accueillant une file active aussi importante et accueillant aussi des vacanciers, ça c'est plus compliqué pour nous de l'organiser. Donc on s'appuie davantage effectivement sur la médiatrice santé-père et sur les chargés d'accueil pour recueillir les besoins et les dysfonctionnements ou les envies en tout cas des usagers. Merci. Il y avait une seconde question, je crois, M. Rassi. Merci. Christophe Rassi, Pôle interétablissement d'addictologie. Oui, c'était dans la suite de cette question, mais vous y avez en partie répondu. En tout cas, sur le rôle des conseils de vie sociale dans les XAPA, effectivement, qui mettent en jeu l'institution, les représentants des professionnels, de l'encadrement, des usagers, et sur des questions
que pose la vie du XAPA, la vie des usagers, les obligations des soignants, les desiderata des usagers, leur bien vivre dans le lieu de soins. Voilà, bon, c'était dans la suite de ce qui a été dit. Bonjour, je travaille au SAMPAS à Bruxelles. Moi, c'était juste pour essayer de comprendre un petit peu mieux le rôle de la médiatrice santé-père. On ne connaît pas cette fonction, enfin en tout cas, on ne nomme pas ça comme ça chez nous, et du coup, peut-être vous entendre un peu sur la fonction spécifique par rapport aux autres membres de l'équipe. Merci. Le médiateur ou la médiatrice santé-père est une personne qui est patiente ou ancienne patiente, usagère ou ancienne usagère, et qui a à cœur de faire le lien entre ses pairs, c'est-à-dire les usagers et les personnes accueillies dans un centre, et l'équipe professionnelle interdisciplinaire qui entoure les personnes. Donc elle est un peu la première, elle peut être la première personne, l'interface entre le début d'un parcours de soins au sein du centre, et ensuite elle peut être la personne référence pour les usagers, pour tout ce qui est vie du centre et besoin d'adaptabilité. Voilà. En tout cas, nous, c'est comme ça que nous l'appliquons. Vous l'avez recruté sur des critères particuliers? On l'a recruté sur des... Non, pas sur des... Non. Ancienne fille active. Bonjour. Myriam, communauté thérapeutique sur la Guyane. En fait, je vous remercie pour votre diapo qui a été pour moi très explicite. Je suis professionnelle sur le terrain, donc je suis travailleuse sociale. Et en fait, on parle beaucoup des usagers, de leurs ressentis. On parle aussi beaucoup de l'attente de la direction. Mais nous, en fait, nous professionnels, on est entre les deux. On ne sait pas toujours trop comment se positionner. Et parfois, avec les collègues, on a cette difficulté à bien s'occuper de nos usagers. Donc, du coup, à ne pas faire ce qu'il faut, en pensant bien faire d'ailleurs, parce qu'on a aussi des directives, mais qui ne collent pas forcément avec nos réalités de terrain. Donc, du coup, j'aurais bien aimé entendre la direction, enfin, les directeurs présents sur ces problématiques-là. Alors, effectivement, la direction, qu'elle soit incarnée par une ou plusieurs personnes, est responsable de l'équipe qu'elle gère, on est d'accord. La priorité d'une direction, c'est d'orienter, en tout cas que les prises en charge de son centre soient guidées par une orientation, donc on l'a dit, médicale, psychothérapeutique, éducative, mais également qu'elles soient faites dans de bonnes conditions de travail. Donc ça, pour ça, je le disais tout à l'heure en introduction, il y a des réglementations qui existent. On est tenu d'appliquer ces réglementations pour faire bénéficier au personnel du confort de travail dont ils ont besoin pour pouvoir, eux, être confortables dans leur accueil des usagers et du public. Ça paraît peut-être difficile d'entendre ça quand sur le terrain on connaît des complications ou en tout cas des difficultés de situations qui n'ont pas été abordées par anticipation avec sa direction. Mais ce qu'il faut, nous, en tout cas, dans le cadre d'un XAPA associatif, on n'est pas très nombreux, le personnel de direction est facilement accessible et on essaie de balayer au maximum les situations compliquées qui vont peut-être se présenter pour essayer d'entendre, en tout cas d'écouter, et d'adapter ensuite les moyens qui seront donnés aux professionnels pour que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles. Après, on travaille avec des humains. Vous avez des humains en face aussi. Donc, comme le disait le docteur Casalis, il y a tout un tas de facteurs ensuite qui rentrent en compte, de l'affect, de l'émotionnel, les situations personnelles des uns et des autres qui font que nous, en tant que personnel de direction, on n'a pas à juger ou à jauger du degré d'attente de votre part sur est-ce qu'on doit faire un protocole pour telle ou telle situation. Nous, ce qui nous importe, c'est que les personnels travaillent dans de bonnes conditions, que les moyens soient donnés pour réaliser les missions
que l'on veut mettre en œuvre. Et s'il y a un décalage, effectivement, c'est une discussion qu'il faut avoir entre le personnel et les membres de la direction qui sont membres du personnel, en fait. Il faut peut-être aussi essayer de se départir de ce clivage, la direction d'un côté et le personnel de l'autre, puisque tous les professionnels font partie de la même équipe. Oui, d'un mot, merci pour compléter. Ce qui me semble important dans la question, c'est qu'elle est attendue, elle est légitime, et donc moi je l'attendais quasiment depuis le début de l'intervention, parce qu'effectivement, la responsabilité, y compris civile et pénale du directeur, elle a été évoquée en introduction. C'est valable dans les établissements publics de santé, c'est valable aussi dans les établissements sous un autre statut. Mais quand les praticiens évoquent l'accueil inconditionnel, comme ça a été fait, on entend la responsabilité médicale, pas au sens juridique, mais au sens de l'éthique médicale. Et on comprend bien que le praticien, face à un patient qui souffre, il a cette obligation morale d'apporter le meilleur soin, y compris à un patient qui sera peut-être pas très compliant, qui ne prendra peut-être pas tous ces traitements, puisqu'à chaque fois j'entends des praticiens ou des pharmaciens parler de la compliance au traitement et de la proportion de patients qui prennent effectivement les traitements pendant une longue durée, ça laisse assez sceptique sur la capacité du système de santé à apporter le meilleur soin aux patients malgré tous les efforts qui sont mis. Et puis la deuxième responsabilité du directeur qui lui est renvoyée par le médecin du travail, par les organisations syndicales et par les professionnels directement, c'est la sécurité aussi des professionnels. Le directeur est responsable du fait que les professionnels doivent travailler dans des conditions de sécurité acceptables et dans des conditions qui ne mettent pas en jeu leur santé physique ou mentale. Et donc, on a parfois une contradiction entre l'accueil inconditionnel de patients qui peuvent avoir des comportements difficiles et puis des professionnels qui envoient un événement indésirable dans un système d'information. Alors je lis tous les événements indésirables qui sont sur le système d'information de l'hôpital Esquirol à Limoges et effectivement je vois bien qu'au quotidien les prescriptions qui sont faites sur le plan de l'organisation générale de l'hôpital, elle se heurte à des interactions qui sont parfois violentes, avec à la fois comme facteur aggravant par rapport à d'autres secteurs, le fait que les patients ont des durées moyennes de séjour plus élevées, donc ils savent plus de choses sur les professionnels, ils surprennent des conversations quand les professionnels sont un peu moins vigilants, donc ils apprennent un certain nombre de choses sur les patients et ça peut alimenter parfois des menaces qui sont très anxiogènes pour les professionnels. Il y a la question des addictions ou de la pathologie mentale qui peut amener à des débordements émotifs un peu difficiles à gérer. Il y a les questions de la violence et ce sont des questions très concrètes qui sont renvoyées par les professionnels sur tout un ensemble de sujets très concrets, comme vous dites, très basiques, c'est-à-dire est-ce que mon identité doit être sur ma blouse, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir les initiales seulement ou le prénom plus l'initiale du nom de famille? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut le faire systématiquement dans certaines unités? Est-ce qu'on doit le faire ou on peut le faire au cas par cas? Donc il y a tout un ensemble de questions qui sont renvoyées par les professionnels, notamment par les professionnels non médicaux, mais parfois par les professionnels médicaux aussi, qui interrogent la responsabilité de la direction sur on va dire les mesures proportionnées qu'il convient de prendre pour à la fois garantir la sécurité des professionnels et puis ne pas bunkériser l'hôpital et les relations humaines au sein de l'hôpital. Puisque quand je suis patient, si je ne vois pas le nom des personnes qui s'occupent de moi, j'entends le mot stigmatisation ou déstigmatisation de façon un peu différente. Alors, pour essayer d'avancer sur ce sujet, il me semble qu'il faut que le directeur assume pleinement sa responsabilité, mais qu'il partage la discussion alors avec les principaux responsables médicaux dans un hôpital et avec les cadres de santé. Alors ça se fait au sein du directoire, mais ça peut se faire dans d'autres contextes aussi. Je pense à la question du CBD qui s'est posée en comité d'éthique. Ça pose un ensemble de questions typiquement sur la prise en charge.
Est-ce qu'il y a un risque pour le patient à arriver avec un produit type CBD? Ça peut fausser des analyses sanguines, donc le médecin peut mécomprendre le sens d'une analyse de biologie. Est-ce qu'il y a un risque de faire rechuter des patients si on autorise un patient à fumer le CBD parce qu'il y a une odeur un peu similaire au joint, et donc il y a des patients qui, du coup, ça peut réactiver chez eux des envies? Est-ce qu'on est bien certain que c'est toujours du CBD, et dans ce cas, il y a le problème de la responsabilité juridique, de la destruction, etc. Et où s'arrête la liberté du patient. Donc là, les professionnels paramédicaux sont souvent dans des situations un peu délicates parce que l'état de l'art change, l'évolution des produits disponibles se modifie aussi, et on est toujours un peu à la remorque pour trouver des orientations correctes, adaptées, pour prendre en charge soit les nouveaux produits, soit les nouveaux types de pathologies, par exemple, liées aux écrans et autres. Donc, la nécessité première, à mon sens, de la direction, c'est de partager ces questions avec les principaux responsables médicaux, avec les cadres de l'établissement, et puis ça a été dit avec les usagers. Alors au CHS Quirol, il y a un pôle des usagers qui a été le premier en France à être créé. Donc les usagers sont systématiquement associés à toutes les instances, y compris au directoire, et c'est, on va dire, dans la culture de l'établissement, et ça permet d'avoir aussi un regard extérieur par rapport au regard des professionnels. Mais oui, la question, elle me paraît logique, c'est normal qu'on y vienne. Le grand enjeu, c'est comment concilier la responsabilité de l'accueil inconditionnel, comme ça a été dit, et puis le fait que les professionnels, notamment paramédicaux, se retrouvent face à des vrais patients de chair et de sang, et qu'ils sont parfois en difficulté pour à la fois respecter les prescriptions qui leur sont faites et, on va dire, arriver à garantir une forme de concorde ou de paix civile dans une unité, qu'elle soit ambulatoire ou qu'elle soit en hospitalisation complète. Juste une remarque rapide en complément. C'est vrai qu'en plus, on représente des filières d'addictologie qui sont au sein d'établissements de santé mentale avec 2000 personnes. Donc la direction, elle est encore plus lointaine, je pense, que dans un XAPA associatif, comme Aude Rouche le soulignait. Un exemple qui est bien mis en place sur Bordeaux et que je trouve intéressant, sur le pôle interétablissement d'addictologie, on a des services qui sont du côté du CHU de Bordeaux et d'autres du côté de Périns. Et 2 fois par an, il y a une assemblée générale de l'ensemble des professionnels, médicaux, non médicaux, cadres de direction, qui permet quand même à la fois de partager les projets de l'ensemble des services, mais aussi de faire remonter les questions et d'avoir un espace dédié pour le faire. Comme le but de l'atelier, c'est aussi de proposer et de partager des bonnes pratiques, je cite celle-là, puisque j'ai trouvé très positive en arrivant à Bordeaux. Il faut trouver effectivement les moyens de restaurer un contact direct avec les équipes, quelles qu'ils soient. Alors, au CHS Quirol, avec la présidente de CME, on fait des cafés-rencontres dans toutes les unités, soignantes et non soignantes. On fait ça de 13 à 14 au moment du changement des équipes. Donc ça permet d'avoir ce contact direct, puisque tous les rapports sur la gestion hospitalière nous disent que au niveau de la gouvernance, de la haute gouvernance des établissements, on a l'impression que les choses fonctionnent bien, puis plus on est plus proche du terrain, moins dans les sondages les professionnels sont positifs, donc il faut qu'on en tire les conséquences. Avec le docteur Salomé, donc on a eu cette idée d'aller faire des cafés-rencontres dans les unités, et là les questions nous sont renvoyées de façon très courtoise mais très directe. Donc ça peut être aussi un moyen, on va dire, de restaurer un débat direct, parce qu'avec la taille de l'établissement, effectivement, on a peut-être moins de proximité que dans un XAPA associatif où on se croise un peu plus, quoi. Parfait. Amine, je laisse. On peut passer peut-être à la 3e intervention, celle de. Bon, bah, très bien. Très bien. On arrive à une situation qui est intéressante après les 2 premières. C'est une situation un peu hybride, parce que Patrick Bendimrat, qui est psychiatre addictologue, est évidemment chef de pôle, et il est surtout président d'un comité, voilà, donc c'est groupement, c'est plus que l'établissement, et qui met finalement ta position, elle est entre deux, quoi. C'est à la fois une proximité avec la direction de fait, par ta fonction, et puis tu es médecin, tu es chef de pôle, tu représentes un peu le corps médical. Donc c'est une position un peu particulière. C'est d'autant plus particulier que tu as la tête d'un XAPA hospitalier, on n'est plus dans l'associatif. Tu es aussi responsable d'une filière sur un territoire, c'est ça ce que j'ai noté, qui est le territoire
Charente-Maritime, nord Charente-Maritime, donc 36 000 habitants. Alors du coup, c'est quand même une situation particulière, mais qui en même temps n'est pas rare en France. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux nous en dire Voilà. Merci Amine. Vous savez qu'on est une situation singulière vu qu'on est un XAPA hospitalier et qui est intégré au sein d'un pôle de psychiatrie. Alors c'est vrai que la chance qu'on a eue, c'est qu'on a fait guichet unique. Donc du coup, pour l'Addicto, on est guichet unique. Donc le XAPA, il est dans le service d'Addicto, avec l'ELSA, qui est territorial, avec le XAPA de Rochefort, qui est à côté de chez nous, qui sont nos voisins, et le pôle de psychiatrie. Et puis bien sûr, on a 14 lits de sevrage. Donc on est un service d'Addicto, et la Tabaco nous a rejoint, j'y croyais même pas, mais ça c'est fait. La Tabaco nous a rejoint, ils étaient avant Pneumo, donc on est vraiment guichet unique. Du coup, on a monté ça, alors, avec du coup, notre collègue et ami Aurélien Botter, qui était, avant d'être à Bordeaux, qui était directeur du site de l'hôpital psychiatrique de La Rochelle. Et j'ai été le voir, je lui ai dit, j'étais chef d'un secteur, je lui ai dit, moi je voudrais monter un service d'Addicto, parce qu'on est éclaté, j'ai commencé l'Addicto avec Marc Yacombe en 2001, et je voudrais monter un service d'Addicto. Il m'a dit, bon, ben ok, vas-y, on y va, je vais t'aider, on y va. Et ça s'est fait comme ça. Donc nous, on est une situation singulière, on est un XAPA hospitalier. À côté de chez nous, on a un XAPA associatif, qui a le COF qui fait la méthadone. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand c'est le XAPA associatif et un ancien CSST, quand la répartition des centres méthadone ont été faites, l'hôpital n'en voulait pas. Tu parlais de stigma tout à l'heure, l'hôpital n'en voulait pas. Ils ont dit non, c'est soit les toxicomanes, non, c'est l'associatif, c'est bon. Et donc nous, à l'HP, on n'avait pas de centre méthadone. C'était l'inverse. Alors je suis un ancien Limougeot, donc c'était l'inverse. À l'époque, le patron d'Addicto à Limoges, qui aujourd'hui est maire de Limoges, avait dit centre méthadone, mais ça m'intéresse à l'hôpital, venez, on y va, venez chez nous, on y va. Vous voyez, il y a une différence de culture. Donc nous, on a des points forts en fait d'être hospitalier et d'être une équipe, parce que le lundi on se coordonne, pendant une demi-heure, on fait le point des patients, qu'on passe à la moulinette. Lui, on l'a hameçonné à l'ELSA, qu'est-ce qu'il fait? Il vient au XAPA, il vient pas, la cure, on discute, on échange, il n'est pas encore prêt, on le revoit, entretien motivationnel de groupe, on a des choses à proposer. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la régulation qui est évoquée tout à l'heure, tous les vendredis, de 2 à 3, on fait le point au XAPA, à l'intérieur du XAPA, toutes les situations, on les screen et on évalue. Alors nous, on bosse très très bien avec nos voisins d'en face qui sont XAPA associatifs, qui sont centre méthadone. Ils n'ont pas de psychiatre. Donc, on n'a pas de convention, mais quand il y a un trouble psy, il m'appelle, Patrick, tu peux le voir, pas de souci, on va le, on se débrouille. On fait comme ça. Et puis nous, on a une valence moins sociale qu'eux, et donc tout ce qui est difficulté sociale, eh bien, on échange aussi avec eux. Donc ça se fait, je dirais, on se connaît, on se voit, donc on ne se critique pas. Et c'est très simple. Et je dirais, il n'y a pas de convention écrite. On a tort, on devrait le faire. Ça ferait remonter à l'agence, mais peut-être qu'on va le faire bientôt. Donc ça marche comme ça. Et je dirais, ça fonctionne. Donc on a ces points forts, du coup. Mais c'est vrai que parfois, c'est un grand écart. Parce que nous, au XAPA, les patients, ils arrivent, on leur fait un café. Il y a des petits gâteaux sur la table. En psychiatrie, au CMP, ça n'arrive jamais, ça. On ne fait pas ça au CMP en psychiatrie. Donc c'est un petit peu différent, c'est un peu l'affrontement des cultures, c'est le grand écart, mais c'est sympa quand même. Alors des fois c'est pas simple, quand on a un patient qui arrive alcoolisé, qui prend une bière, qui boit une bière en salle d'attente, je vais le voir, je lui dis écoutez monsieur, là bon, ça va être compliqué qu'on fasse un entretien, l'alcool étant en bonne partie amnésiant, l'entretien qu'on va faire, vous allez l'oublier. Donc on va se caler un rendez-vous plutôt pour demain ou après-demain, plutôt le matin si on peut, et puis là on pourra avoir un échange sympa, agréable tous les deux. Voilà. Donc on a aussi ces petites contraintes, accueil inconditionnel, j'ai écouté ce que tu disais François Jérôme, je suis d'accord, on accueille tout le monde, c'est pas toujours facile, c'est l'hôpital. Nous on n'est pas sur l'HP, on est sur le site de l'hôpital général, près des urgences. Donc c'est vrai que c'est un peu moins stigmatisant. Voilà. Donc ça c'est un côté un peu spécifique, et puis c'est vrai qu'on a, entre guillemets, cette puissance hospitalière pour tout ce qui est prise en charge d'hépatite C, etc. Là, nous, dans notre ZAPA, il y a une gastro. Donc une gastro-addicto. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, pour les rendez-vous, tout ça, c'est beaucoup plus simple. C'est un vrai point fort pour nous. Donc je dirais que c'est une situation très singulière, qui est agréable. Moi je suis psychiatre avant tout, donc c'est une situation agréable. On a quand même beaucoup de demandes en lien avec les dual diseases, il ne faut pas se mentir. Nous on a 1,2 TP de médecins, on a 0,4 psychiatres, c'est moi, et puis des collègues généralistes, et une gastro. Bon, ça bouchonne chez moi. Parce qu'il y a souvent des troubles comorbides qu'il faut accompagner. Et puis, voilà. Après, il y a aussi une question de lien avec les CMP. Il ne faut pas que les CMP se déchargent sur nous, parce que dès qu'un patient picole, c'est Addicto, XAPA. Ça ne va pas, parce que sinon, on va exploser en vol. Voilà. Et puis, à côté de ça, nous aussi, ce qui est préconisé aujourd'hui, on le sait bien, c'est le traitement intégré. On ne parle plus de traitement séquentiel, moins de traitement parallèle, on est dans le traitement intégré. Donc, il faut des psychiatres en XAPA. Et il faut aussi que les psychiatres du secteur soient un peu compétents quand même en Addicto. On ne peut pas faire comme il y a 25 ans, dire j'y connais rien, c'est pas moi, c'est les alcoologues, c'est pas entendable aujourd'hui.
Voilà un petit peu la vision qu'on a, nous, à La Rochelle, l'expérience qui est la mienne, en tant que, du coup, c'est vrai, chef de XAPA, chef d'édicto, chef de pôle de psychiatrie, et puis, comme je suis président de la CMG, j'ai des liens particuliers avec la direction. Alors, parfois, ça frotte un peu, parfois, c'est cool. Après, c'est un jeu relationnel, il y a des vecteurs aux différentes forces, et puis, au bout du compte, on cherche quand même un consensus où, surtout, personne à la fin n'est humilié, et surtout pas l'usager. Et c'est quand même ça qui est important. Et bon, je ne veux pas le flagorner, mais on a quand même bien bossé avec Aurélien. Il nous a quittés honteusement, c'est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. On a quand même pas mal travaillé ensemble, et c'est vrai qu'on a monté des projets. Et là, on continue aujourd'hui. On a une nouvelle directrice qui vient d'ailleurs de l'hôpital psychiatrique de Lille, pareil, qui bosse avec nous. Je le dis, on a une chance à La Rochelle. On recrute, on fait le plein, parce qu'on a une ville attractive, et ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On n'en a pas parlé ici aujourd'hui, mais beaucoup de structures ont plein de postes vacants, par manque de professionnels, notamment de psychiatres, bien sûr, de médecins. C'est un vrai problème. Nous, pour l'instant, je touche du bois, on a de la chance, on fait le plein. Et c'est une vraie question aussi sociétale d'hameçonner des soignants à venir travailler en psychiatrie, en addicto. Voilà un peu moi ce que je voulais apporter de mon expérience. Je suis prêt à répondre si j'ai la réponse. Aurélien, une réaction sur le projet? Non, effectivement, c'était un projet de filière territoriale qu'on a construit dans des délais records et qui a permis de renforcer l'offre de soins, puisqu'il y a un hôpital de jour qui va ouvrir prochainement sur le territoire. Effectivement, j'ai quitté La Rochelle, ça a été rappelé. On arrive toujours à se retrouver sur des congrès, donc c'est déjà un bon point. Peut-être ça appelle des réactions ou des questionnements, des remarques complémentaires dans la salle. Bonjour, moi c'est Guillaume Ouziel, je suis médecin gastro et je m'occupe du service d'addicto d'Annecy et Saint-Julien. On a 2 ELSA, un par site, et puis un service d'hospitalisation de sevrage programmé. Alors ma question va tomber un peu comme un cheveu sur la soupe par rapport à la dernière présentation, je m'en excuse. On a des problématiques, une problématique qui revient régulièrement en service d'infectiologie avec des patients toxicomanes avec des endocardites infectieuses et autres. Qu'on n'arrive pas, qui ne souhaitent pas, qui ne peuvent pas se sevrer durant l'hospitalisation et qui souhaitent continuer à avoir des pratiques d'injection durant l'hospitalisation pour endocardite infectieuse. Et donc, on a eu plusieurs patients qui sont revenus, parfois ils sont partis en courant, ils sont revenus, et donc ça pose la question de la réduction des risques à l'intérieur de l'hôpital. Et donc, on a été obligé de se positionner de manière clinique à plusieurs reprises. Mais je voulais savoir un peu votre position là-dessus, si vous aviez des données réglementaires là-dessus et des retours d'expérience clinique. À titre personnel, je n'ai jamais été confronté à cette situation. Nous, pour les patients pour qui il faut faire un sevrage ou qui ont des troubles comorbides somatiques, alors la gastro nous prend parfois pour des sevrages, donc avec tout, je dis le plateau technique des services de MCO. Mais j'avoue que je n'ai jamais été confronté personnellement à une situation comme ça. Honnêtement, je ne saurais pas quoi répondre, pour être sincère. Je ne sais pas si sur le plan réglementaire, il y aurait des choses à dire. De toute façon, l'arbitrage, s'il n'y a pas d'arbitrage, je dirais, à la hache, c'est au cas par cas. Mais bon, c'est quand même compliqué au sein d'un hôpital. C'est une vraie question. Je n'ai pas de réponse. L'introduction, l'introduction de produits dans l'hôpital. Alors bon, il ne faut pas être hypocrite, des produits dans l'hôpital, il y en a en permanence. Mais bon, là, ça veut dire qu'on le sait et qu'on accepte. Et puis, par rapport aux prescriptions médicales, etc. Puis ça sous-entend aussi après comment le patient est après avoir consommé. Je pense au crack, je pense à la cocaïne injectable, les troubles du comportement, etc. Donc c'est vrai que c'est un positionnement difficile. Mais alors, je ne sais pas, nous, ça nous arrive, il doit y avoir une épidémie d'endocardite infectieuse à Annecy. Ça nous arrive assez régulièrement, au moins 2-3 fois par an. Alors, des endocardites infectieuses, il y en a tous les mois. Mais des patients, entre guillemets, je m'excuse du terme, réfractaires, qui veulent continuer à s'injecter pendant le séjour, c'est au moins 2 fois par an. Pour apporter, je n'ai pas été confronté à cette situation-là non plus. Après, effectivement, d'un point de vue réglementaire, je pense que c'est l'état de santé et l'intérêt de la prescription médicale qui prévaut sur tout le reste. Après, c'est très compliqué, pour le coup, à organiser. Je n'ai pas de réponse absolue à faire aujourd'hui.
Mais ça m'intéresse d'échanger sur ce sujet parce que ça arrivera sans doute aussi à Bordeaux, comme ça est déjà le cas à Annecy aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle, d'ailleurs, a connu des situations comparables. Même en addictologie, il y a des patients qui sont hospitalisés pour arrêter l'alcool. Et par ailleurs, on sait qu'il y a une tolérance pour le cannabis. Voilà. Donc c'est des pratiques qui se font, mais qui ne sont pas assumées. Oui. Il y a une même question tout à l'heure, là, derrière. Je voudrais juste 2 minutes. Pour revenir sur le problème des endocardites, alors c'est aussi le cas à Bordeaux auprès d'un public injecteur, effectivement. Et sur le maintien de l'injection pendant les hospitalisations, ou des consommations, ça dépend vraiment des services. Il y a des services hospitaliers avec qui on peut travailler ça, et ils viennent chercher du matériel sur le CARUD à la case, donc, et ils accompagnent les injections pour certains. C'est au cas par cas, ça dépend des services et ça dépend des soignants dans les services. Et ça serait une nécessité, effectivement, qu'on n'impose pas à quelqu'un qui vient pour un autre accès aux soins, qui est le soin d'une endocardite ou autre, d'être obligé de se sevrer si ce n'est pas son choix. Donc il va falloir trouver effectivement peut-être des alternatives. Certains le font de manière individuelle, il faut peut-être qu'il y ait une réflexion dessus de manière plus collective, quoi. Juste une remarque, pour le coup, on fait déjà en prison de l'injection, on propose dans certaines prisons en France du matériel d'injection. On propose à ce que les personnes puissent se droguer en prison. Donc de fait, on accepte qu'en prison, de la drogue se rentre, de fait. Et pour le coup, je rejoins ce que dit Olivier de Bordeaux. On peut aussi travailler avec les CARUD qui peuvent proposer du matériel, de former les équipes. Une fois encore, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la question de l'information. Et puis dans tous les cas, dans les hôpitaux, il y a des dasseries, il y a de quoi mettre les seringues usagées pour protéger l'ensemble du personnel et des autres patients. Bonjour, je suis Floriane Taruffi, je travaille au XAPA UTTD à Montpellier. Et moi, j'aurais voulu avoir votre retour d'expérience sur la RDR alcool. Donc, l'UTTD, c'est un XAPA hospitalier. Dans le règlement, c'est écrit « interdit de consommer de l'alcool ». L'UTTD est fait de telle façon que les patients attendent dans le jardin et l'agent d'accueil régule et fait rentrer les patients au compte-gouttes. Et beaucoup de patients consomment de l'alcool en attendant. Et on sait très bien que si on leur dit pas d'alcool et qu'ils attendent 2 heures, c'est parfois possible, il y a un risque de début de signes de manque en alcool et ils peuvent se mettre en danger. Donc vous, comment vous faites pour gérer le côté médical et les risques liés au manque d'alcool et le côté réglementaire lié au CHU ? J'ai déjà un peu répondu, je veux bien recommencer. Moi, je sais que dans notre XAPA, quand si quelqu'un vient alcoolisé, ça arrive très souvent que des patients soient alcoolisés, tout dépend, je pense que c'est l'appréciation clinique. À l'appréciation clinique de l'intérêt de l'entretien en XAPA chez une personne plus ou moins alcoolisée. Mais par contre, moi, je mets une règle, je suis chef de service, donc je mets une règle. Je ne peux pas, moi, accepter que les patients en salle d'attente consomment de la bière à côté de patients qui sont abstinents, qui viennent pour continuer à rester motivés dans l'abstinence. Donc, je disais, moi, je propose un autre rendez-vous. Alors, la position de réduction des risques alcool, c'était évoqué tout à l'heure par un des collègues, mais il ne faut pas oublier, c'est les époux Sobel, en 1976. C'est les premiers qui ont publié sur la réduction des risques, sur 70 patients, pour accepter la réduction des risques alcool. Alors que, je reprends les travaux d'Amandine Luquin, c'est en 2011. En 2011 encore, la moitié des médecins addictos étaient contre le concept de réduction des risques alcool. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Donc, effectivement, bien sûr que notre travail en XAPA, c'est un travail de réduction des risques en grosse partie. Nous, on a même un atelier de groupe entretien motivationnel sur 4 séances. Pour les patients qui ne sont pas encore suffisamment motivés, on a un atelier fermé de 4 patients, 4 séances d'entretien motivationnel de groupe pour les accompagner un petit peu dans ce cheminement. Donc, voilà, mais au niveau comportement,
C'est vrai qu'il faut une règle. Moi, je ne peux pas accepter qu'un monsieur boive une bière à côté d'un monsieur qui vient me voir, qui est abstinent depuis 1 an et qui est encore un fort craving et qui vient ici pour continuer. Voilà. Même si je sais qu'en allant au bistrot, on traverse la route à La Rochelle et sur le Vieux-Port, il y a plein de gens en train de boire des bières. Bien sûr, hein, il y a des expositions dans la rue. Mais c'est la règle que j'ai mis, moi, je dirais, après en avoir causé avec l'équipe. Voilà. Alors, je dirais, c'est une question éthique. Et la réponse éthique, c'est quoi? C'est on réfléchit ensemble pour trouver une solution. À mon sens, c'est ça, et c'est plus une éthique de responsabilité qu'une éthique de conviction. C'est Max Weber. Voilà. Moi, je pense qu'avoir une position éthique, parce que c'est ce qu'on cherche à faire en fait ici en échangeant ensemble, eh bien, c'est s'autoriser à réfléchir ensemble, et la réflexion peut être, il n'y a pas de règle, on fait du cas par cas, etc. Mais au moins, on s'est mis ensemble pour réfléchir et pour chercher un petit peu à trouver tous ensemble, pas un consensus mou, mais quand même une solution où personne n'est humilié, à commencer par l'usager, et on arrive à trouver quelque chose qui nous semble respectueux. Mais les recommandations, vous le savez comme moi, elles sont fluctuantes. Peut-être ce qu'on se dit aujourd'hui, dans 20 ans, on dira, mais on disait que des conneries. Aujourd'hui, on fait différemment. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on critique ce qu'on disait en 2010, où la moitié des addictos disaient, tu vas arrêter de boire, faut que tu arrêtes, tu as un problème avec l'alcool, arrête entièrement, sinon je ne peux rien faire pour toi. Donc, les recommandations médicales, elles fluctuent. C'est ce que disait tout à l'heure Marc Auriacombe. Elles sont en train d'évoluer. Il faut presque être transgressif, faire de l'acting out, être transgressif pour avancer, proposer des choses modernes. Et pas oublier qu'il y a encore 2 intervenants. Oui. Peut-être, oui, on prendra la question après. Juste pour passer donc aux 2 intervenants suivants, dans cette situation, il faut bien recontextualiser. C'est pas du tout la même chose, quelqu'un qui vient consommer dans un lieu explicitement centré sur la prise en charge de l'addiction et quelqu'un qui a collatéralement une addiction non traitée, toujours active, et qui par ailleurs a besoin d'une intervention médicale ou chirurgicale sans délai, par exemple une endocardite. Oui. À ce moment-là, il faut... en fait, il y a eu une étude faite il y a une 20aine d'années ou une 30aine d'années maintenant à Bordeaux qui avait montré il y a des services qui disaient chez nous pas d'injecteurs et d'autres qui disaient on est tolérant. Et en fait il y avait autant d'injecteurs partout. C'est-à-dire soit on ferme les yeux, ce qui peut être une stratégie parfois, soit on l'accompagne et on le compense, et c'est là où il faut bien avoir une représentation claire. Par définition, si quelqu'un a une addiction active et qu'il n'est pas pris en charge pour cette addiction, quelle que soit la raison, il ne va pas pouvoir s'abstenir. Donc, et s'il a besoin d'une autre intervention, d'une hospitalisation, il faut assurer la gestion des symptômes de cette autre maladie. Voilà, c'est ça qui... Et alors, quand on fait comme ça, du coup, ça aide à répondre au cas par cas. Voilà. Mais il faut qu'on avance parce que sinon, tout à coup... Juste un petit mot. Voilà, très très rapide. On parlait tout à l'heure de stratégie de former les équipes à la déstigmatisation. Je pense qu'aussi, il faut former les équipes aux stratégies de désescalade. Il y a des réelles stratégies pour la désescalade et je pense que c'est très important. Je reste toujours sur l'idée que personne ne doit être humilié. Et donc, la désescalade, il y a des stratégies et on peut former les professionnels à ça. Ça peut être aussi utile en addicto. Ok. Et donc Monsieur Aubert, directeur... d'Esquirol, et je vous passe la main. Vous avez déjà commencé à intervenir. Merci. Merci, professeur. Alors, pour essayer de répondre à ma façon à la question qui a été posée en début d'intervention, moi, j'aurais tendance à revenir aux 3 grandes lois du service public: l'égalité, la mutabilité et la continuité. Parce que dans le propos introductif, il nous est dit finalement, que j'entends et que j'endosse en grande partie, au directeur la sécurité, au médecin l'accueil inconditionnel. Or, les 3 grandes lois de Roland, du nom du professeur de droit public qui les avait identifiées à la fin du XIXe siècle, les 3 grandes lois du service public, elles impliquent l'égalité d'accès. Alors, tout dépend le sens, la définition qu'on donne à l'égalité d'accès au service public. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, suivant les époques, suivant ce que l'on considère comme étant l'état de l'art à une période donnée,
l'égalité d'accès aux services publics, ça n'est pas la même chose. Et pour sortir du dilemme moral, comme ça a été évoqué aussi dans le courant de l'intervention, il y a des limites à ce que le service public peut faire. Par exemple, il y a un service public qui est chargé d'assurer les soins urgents aux personnes. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui utilise un chemin extrêmement dangereux en haute montagne est fondé à avoir un service public, engager des moyens considérables avec un hélicoptère, des dizaines de secouristes, etc., pour le retrouver? Ou est-ce qu'on considère que c'est un comportement de prise de risque excessive et qui, du coup, ne doit pas permettre d'engager les moyens de service public, ou alors on doit demander une prise en charge partielle de ces moyens parce qu'on estime que, au regard de ce qui est un comportement classique, normal, standard, il y a une prise de risque excessive. Alors, dans le cas de la dictologie, on peut se poser la question, et dans l'histoire, on se l'est posé aussi. Alors moi, je n'ai pas une connaissance de l'histoire de la psychiatrie suffisante pour savoir à quel point l'état de l'art, les prescriptions d'aujourd'hui sont différentes de celles des années 80, des années 50, etc. Je dis juste que par le roman, on se rend compte à quel point des choses qui nous paraissent tout à fait normales aujourd'hui, et dont on a discuté en grande partie lors de cet atelier, étaient considérées comme scandaleuses, inacceptables, et inversement. Je pense notamment à Tendre et la nuit de Fitzgerald, où le personnage principal est un psychiatre qui a monté une clinique en Suisse pour des patients relativement fortunés. Et donc on voit qu'il essaie de les soigner de certaines addictions. Alors l'homosexualité est considérée comme une addiction à l'époque, donc il faut soigner le patient. Le soin qu'on donne aux patients addicts serait considéré, ferait l'objet de poursuites pénales immédiates si on les faisait un siècle plus tard de la même façon. Donc on voit que la manière dont on peut organiser l'accès aux soins change, et c'est un sujet d'autant plus sensible qu'aujourd'hui, on peut difficilement garder toute sa vie ses idées politiques et son costume de mariage, comme disait un philosophe, puisque on est en train de réinterroger régulièrement et en permanence ce que c'est que le bon soin. Est-ce que, finalement, en étant soignant, on n'a pas été nuisible au patient? Est-ce qu'on ne l'a pas stigmatisé alors, sans s'en rendre compte, etc. Alors moi, je voudrais essayer de rassurer, si je peux, modestement, de la place qui est la mienne, les soignants et les médecins qui sont autour de la table, parce qu'en arrivant dans un établissement de santé mentale, je me suis rendu compte, en restant dans la même ville, ce qui est une situation inhabituelle, que le fait même de travailler dans un établissement de santé mentale faisait peur, en fait, à une partie de la population. Donc il y a une stigmatisation, même des professionnels qui travaillent dans les établissements de santé mentale, parce qu'il y aurait peut-être un risque de contamination par la pathologie mentale quand on la soigne. Donc faites attention à vous, en tout cas, le fait de travailler en psychiatrie peut faire peur. Alors, je voulais aborder, pour répondre plus directement à la question, quelques points que j'avais mis de côté. Alors, d'abord, il y a le sujet urbain-rural, auquel je suis confronté en partie, puisque Limoges est une ville moyenne, mais malgré tout, on est dans un contexte urbain. Et je suis aussi responsable en direction commune de l'EPSM de la Creuse, qui est à Saint-Vaury, une petite commune de 1700 habitants. Donc on est dans l'établissement de santé mentale vraiment départemental à la campagne, comme il y en a dans les départements les moins urbains. Et on voit que les sujets de prise en charge ne sont pas les mêmes. Alors, en particulier en addictologie, parce qu'il y a l'accès direct au lieu dans lequel se fait le soin. Alors j'en parlais avec le professeur Nubukpo qui intervient sur les deux établissements, et j'ai aussi visité l'hôpital des Gurandes en Haute-Corrèze où ce sujet est une vraie question. C'est qu'on n'a pas toujours accès au permis de conduire quand on est patient addict, et quand on est en milieu rural, arriver jusqu'au lieu du soin, c'est un enjeu. Arriver à aussi, quand c'est une hospitalisation complète, pouvoir aller dans un lieu de sociabilité, dans un village, dans une commune pas trop loin, c'est aussi un sujet, alors que dans un contexte urbain, on arrive plus facilement, on va dire,
avoir des patients qui arrivent jusqu'au lieu du soin. Donc ce sujet urbain, rural, il avait été souligné, je me souviens, par le professeur Nubucpo dans notre discussion. Il y avait le sujet homme-femme aussi, patient homme, patient femme. Alors, je disais sans surprise, mais c'est ce que m'ont dit tous les professionnels qui travaillent dans les services d'addictologie, notamment autour de la pathologie alcool, les femmes sont encore plus stigmatisées. Une femme qui boit, c'est socialement, c'est un social no-no, comme diraient nos amis anglais, et du coup, il y a un moindre accès, et puis les conditions socio-économiques, la garde des enfants, etc., fait que les patientes ont moins accès aussi au fait de venir, ne serait-ce qu'en consultation, et d'ailleurs, les dispositifs de visite à domicile et tout l'aller vers, les dispositifs de visite à domicile et tous les dispositifs d'aller vers sont très sollicités par les femmes. Donc on voit qu'un dispositif qui organise un accès en principe égalitaire, comme on le disait selon les lois de Roland, aux soins, finalement, quand on le réinterroge, quand on cherche où sont encore les inégalités, on voit qu'il y a encore du travail à faire. Alors, la différence urbain-rural, elle se voit aussi dans le fait de mélanger les patients ou pas au sein des mêmes unités, au sein des mêmes lieux de prise en charge. C'est plus facile en milieu urbain où on a plus d'unités de prise en charge, y compris en ambulatoire. C'est plus compliqué dans les hôpitaux, comme tu l'as dit tout à l'heure, où le temps médical se fait très rare et où on est amené à plutôt regrouper les patients qui relèvent parfois pas des mêmes filières, en essayant de faire des regroupements qui ne soient pas trop discutables. Mais on voit que là aussi, la psychiatrie, qui est quand même une des spécialités dans lesquelles on dépend le moins du plateau médico-technique, en tout cas à court terme, c'est une spécialité dans laquelle, en principe, on peut projeter le temps médical sur le territoire via les CMP, mais malgré tout, il demeure des inégalités d'accès qui sont importantes. Alors, dans mes échanges avec des professionnels, moi, j'ai eu beaucoup d'insistance de leur part sur la stabilité d'équipes et de professionnels qui soient formés. Alors, je ne reviens pas dessus parce que ça a été évoqué déjà dans le courant des autres interventions, mais c'est vrai que quand il y a une méconnaissance des publics addicts, c'est un peu plus difficile. Il y a parfois des représentations qui s'interposent entre le patient et le soignant, sur lesquelles il est difficile de travailler, parce que travailler sur une croyance, c'est quelque chose de long, de difficile, et comme on a aussi le reste du travail à faire, ça finit par faire beaucoup. Alors, moi, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup frappé et que j'aurais pas spontanément à l'esprit, c'est que dans la cité elle-même, le patient addict est aussi encore plus fortement stigmatisé que le patient de santé mentale lambda, si je veux dire, que le patient atteint d'une pathologie psychiatrique lambda. Moi, je l'ai constaté au niveau des appartements de coordination thérapeutique, où le dispositif prenant de l'ampleur en Haute-Vienne, à Limoges, on a cherché des appartements supplémentaires à louer, et en fait, le patient addict fait plus peur aux bailleurs sociaux et aux bailleurs privés, mais même aux bailleurs sociaux, que le patient de santé mentale classique. Donc ça montre quand même qu'il y a une crainte dans la population, dont on ne peut pas imaginer qu'il ne reste rien dans la population des soignants, qui est, on va dire, une émanation après tout de la population générale. Et puis, dernier point que je voulais évoquer, puisqu'on a parlé de l'aller vers, je pense que les équipes mobiles sont très importantes dans ce type de prise en charge. Là aussi, pour les publics féminins, visite à domicile, équipes mobiles sont très sollicités par les femmes. Donc il y a peut-être aussi des inégalités d'accès qui nous échappent, ou pour d'autres critères auxquels j'ai pas forcément pensé. Sur la politique générale, en tout cas, de l'établissement, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on associe parfois les patients addicts à des difficultés de sécurité, à des difficultés de gestion de produits addictifs et éventuellement illégaux. Alors, c'est pas faux, bien sûr, mais il me semble que la question, elle traverse l'ensemble des établissements de santé mentale. C'est-à-dire que, pour reprendre la question du CBD que j'évoquais tout à l'heure,
le comité d'éthique s'est penché sur la question avec un praticien en charge d'un service d'addictologie, donc qui indiquait l'intérêt potentiel du CBD dans certaines situations pour aider un patient à passer un cap. Mais le praticien membre du comité d'éthique en charge d'une unité pour psychiatrie de la personne âgée avait aussi des questions sur le sujet, avait aussi des interrogations, alors que moi, intuitivement, je ne l'aurais pas imaginé. Mais il y a beaucoup de patients qui arrivent en unité de psychiatrie de la personne âgée, donc au-delà en général de 75 ans, et qui arrivent avec du CBD, qui ne le disent pas, évidemment, qui le dissimulent même parfois un petit peu, ce qui fait que, comme je disais, les analyses de biologie sont parfois faussées, et ça mettait en insécurité le praticien qui disait il faut qu'on puisse donner un message à ces patients de psychiatrie de la personne âgée pour qu'il n'ait pas de crainte à indiquer s'ils prennent du CBD ou pas, puis il faut qu'on sache quelle est la nature de ce CBD, comment est-ce qu'il est dosé, etc., pour qu'on puisse le prendre en compte dans le tableau clinique global du patient. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a tellement de représentations et de stéréotypes autour de la dictologie, pour ce que j'en vois avec un regard sans doute encore extérieur, qu'il faut qu'on travaille ensemble à essayer de déconstruire ce qui doit l'être, parce qu'une grande partie des questions qu'on a évoquées, encore une fois, il me semble qu'elles traversent ensemble des établissements de santé mentale, qu'il s'agisse du deal au sein des établissements, ça ne concerne pas évidemment que les patients d'addictologie. Alors, au CHS Quirol à Limoges, il y a un parc de 33 hectares sur lequel est bâti le site principal, donc c'est très difficile à contrôler, et donc le pouvoir de police administrative du directeur est parfois un peu impuissant à empêcher beaucoup qu'il y ait du deal dans le parc, même si la sécurité fait des rondes, etc. Et d'ailleurs, les professionnels le reprochent parfois à la direction. Moi, c'est arrivé qu'on me dise mais on veut faire des sorties parc pour les patients, pour qu'ils puissent voilà, commencer à reprendre un peu la main sur leur autonomie, mais on leur propose tellement de produits dans le parc qu'on n'ose plus leur proposer une sortie, et pas forcément dans des unités d'addictologie. Donc je pense que les questions qui se posent sur l'organisation des soins en addictologie, évidemment, elles sont centrales et elles doivent être considérées comme telles, mais en fait, elles irriguent les établissements de santé mentale très au-delà des unités d'addictologie elles-mêmes. Donc, il faut vraiment qu'on s'en saisisse parce qu'elles interrogent la prise en charge de la très, très grande majorité des patients. Voilà, je ne veux pas faire trop long parce que le timing est un peu serré, mais dans les représentations qu'il y a sur les différents produits, il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci François Jérôme. Désolé, mais en tant que modérateur, on doit aussi gérer la frustration de la salle, mais on n'a plus le temps de prendre de questions. On a demandé à Marie-Geoffrey Roustide, sociologue, qui intervient à plusieurs reprises sur le congrès, de synthétiser l'ensemble des échanges et peut-être de proposer quelques voies de synthèse, quelques propositions qui ont pu émerger, et ce qui donnera lieu d'ailleurs sans doute après à une communication. Je vous laisse tout de suite la parole, étant donné qu'on n'est pas en avance sur le timing qu'on s'était imparti. Merci beaucoup. Merci à vous déjà pour cette invitation. Alors, je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les demandes sur les recommandations, par exemple, parce que voilà, j'ai pris des notes au fur et à mesure de l'atelier, et puis pour préparer l'atelier, j'avais commencé à écrire aussi quelques éléments de mise en perspective. Déjà, ce que je voulais dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que j'ai été très agréablement surprise par la qualité des débats. Alors, c'est toujours le cas à THS, hein, mais je m'attendais à ce qu'on soit beaucoup plus sur les questions réglementaires, techniques, etc. Et je trouve que ce qui était vraiment très intéressant, là, c'était de voir comment, à partir de ce que vous avez tous présenté de manière très riche en tant qu'intervenant et les échanges avec la salle, il y a quelque chose qui a été construit de l'ordre de l'aller-retour entre la pratique, les convictions, les normes, les règlements. Et je trouve qu'il y a également, j'y reviendrai à la fin, des débats philosophiques qui émergent
de cette question-là, autour de la question de la morale, par exemple, que tu pointais tout à l'heure, Amine, et je pense qu'il pourrait être un élément qui pourrait être mis en perspective ensuite. Alors, déjà, avant de faire une synthèse rapide, je voulais mettre un peu l'atelier en perspective, c'est-à-dire que moi, je pense que ce qui se passe autour de la thématique de l'atelier, c'est qu'il y a un double mouvement qui s'est opéré dans le champ de la santé et qui, comme vous venez de le dire très justement, touche la dictologie, mais le champ de la santé de manière plus large. Tout d'abord, en fait, un mouvement d'institutionnalisation. Et ça, on l'a peu évoqué, alors que c'était présent, je crois, dans le résumé que vous nous aviez envoyé, les échanges qu'on avait eus. C'est-à-dire que, bon, moi, ça fait 30 ans maintenant que je mène des recherches en réduction des risques et sur l'histoire de la prise en charge des personnes usagères de drogue. Et c'est vrai qu'on a eu un mouvement de réduction des risques, par exemple, et c'était pareil pour ce qu'on appelait dans les années 80 la prise en charge des toxicomanes, on appelait donc toxicomanes à l'époque, tant pour cette prise en charge dans les années 70-80 que pour la réduction des risques dans les années 90. C'est des mouvements qui, au départ, sont créés par des personnes qui travaillent à partir de leurs convictions et à partir d'une attitude militante. Olivenstein, il veut créer un système de prise en charge des personnes toxicomanes parce qu'il est choqué par ce qu'il voit dans les services de psychiatrie, des patients attachés, et il a envie de changer les choses. Les acteurs de réduction des risques, ce sont des acteurs qui sont ébranlés par l'épidémie de VIH et le fait que les personnes qu'ils prennent en charge décèdent. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, on a des militants, on a beaucoup d'innovations qui se met en place. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui rend compliqué les choses dans les structures, c'est qu'on a ce mouvement d'institutionnalisation de la réduction des risques, de la dictologie, qui vient de la création des XAPA et des CARUD en 2004-2005. On a la réduction des risques qui devient un référentiel en 2005. Et d'une certaine manière, on a la dictologie qui devient une discipline. Tout ça va donner lieu à de la sécurité pour les acteurs et en particulier pour les établissements, parce que ça va donner lieu à des budgets publics plus importants, ça va donner lieu à la mise en place de règlements, comme vous l'avez évoqué, ça va donner lieu à la création de référentiels métiers, à la création de statuts, mais en même temps, ça va aussi freiner un peu les innovations dans certains cas. Et donc, je trouve, moi je le vois dans mes travaux, en particulier les travaux sur la question des salles de consommation en moindre risque, et je l'entends beaucoup dans les entretiens que je mène avec des professionnels, dans le cadre d'un travail qu'on fait aujourd'hui avec la Fédération Addiction, sur le fait que ce mouvement d'institutionnalisation, même s'il est venu sécuriser un certain nombre de choses, c'est également un frein à la désobéissance civile qui était très présente au départ de la réduction des risques et qui a permis de mettre en place un certain nombre d'innovations. Donc ça, c'est le premier mouvement, donc ce mouvement d'institutionnalisation et les critiques qui peuvent exister autour de ce mouvement comme étant un frein à la désobéissance civile et également à l'accueil qu'on peut avoir, à l'accueil inconditionnel qu'on peut avoir vis-à-vis des patients. Ça a été évoqué dans la salle. Nous, on le voit là dans ce travail qu'on fait actuellement de recherche. Vous avez des professionnels qui se retrouvent à cause de dispositifs réglementaires à ne pas pouvoir autoriser des injections dans leur structure, alors que c'est ce qui permettrait un meilleur accueil de certaines personnes et qui, d'une certaine manière, vont être amenés à tolérer des injections qui se font dans les toilettes ou dans des salles de bain. Et donc, ça montre effectivement cette limite du mouvement de l'institutionnalisation. Le deuxième mouvement, qui a été évoqué également par la salle,
c'est la question, et dans les interventions, de la participation des personnes qui consomment des substances, qui a été rendue avec la question des conseils de vie sociale en 2002, donc qui a pris de l'ampleur sur le papier en tout cas. Et donc on a aujourd'hui, alors ça n'a pas été mis en place tout de suite en 2002, mais c'est vrai que depuis quelques années, on a beaucoup de projets qui se font autour de la question de la pérédance, autour de la coopération professionnelle usagée. Et ça renvoie à des questions d'identité multiples aussi, hein, parce que depuis toujours, il y a des professionnels de réduction des risques qui peuvent être des éducateurs, des psychologues, des médecins, qui sont eux-mêmes consommateurs de substances, mais qui ne sont pas embauchés pour cette expérience. Et on a aujourd'hui cette nouvelle figure donc, du père aidant, qui lui va être embauché parce qu'il consomme des substances, mais qui par ailleurs peut avoir aussi tout un tas de qualifications professionnelles, mais qui est embauché d'abord pour cette question de l'usage. Et ça, cette question-là, on manque aujourd'hui de référentiels parce que ces personnes qui sont pères aidantes, elles peuvent, avec ces statuts qui ne sont pas encore complètement l'objet de reconnaissance comme un métier d'éducateur, etc., mises dans des situations de vulnérabilité et ressentir l'institution comme une forme de violence. Et donc on a parlé beaucoup là de la violence que les usagers peuvent entraîner dans les structures ou de la manière, comme vous l'avez dit en introduction, de manière très juste, dont les usagers sont considérés comme des fauteurs de troubles. Mais parfois, les institutions elles-mêmes peuvent créer des formes de violence inconscientes, comme ça a été évoqué dans votre travail, hein, vis-à-vis d'un certain nombre de professionnels. Et le troisième point qui me semblait important d'introduire dans cette mise en perspective avant de passer rapidement à la synthèse, c'est la question des politiques et de la politique des drogues en France. C'est-à-dire que toutes ces difficultés qui ont été évoquées aujourd'hui, je ne crois pas avoir entendu le fait que, ni dans la salle, sauf si j'ai mal entendu, ni à la tribune, le fait que c'est la prohibition également qui rend ce système compliqué. En partie. C'est-à-dire que la prohibition fait que les usagers que vous accueillez dans vos structures, quand ils consomment des substances illicites, ils ne sont pas considérés comme, alors pas par les accueillants, mais ils ne sont pas considérés par la société comme des citoyens comme les autres. Et c'est ce qui va contribuer à leur stigmatisation. Bon, je viens de terminer un travail pour Médecins du Monde de recherche sur l'impact de la pénalisation de l'usage sur l'accès aux soins et sur les trajectoires socio-sanitaires. Et donc, dans les entretiens que j'ai menés avec mon équipe, on a des professionnels qui nous disent que pour eux, ils se retrouvent dans une situation très paradoxale. Ils donnent des seringues, mais pour une pratique qui est interdite. C'est-à-dire qu'ils vont être amenés à donner des seringues à des personnes qui n'ont pas le droit de consommer, qui normalement n'ont pas le droit d'injecter non plus. Et donc, en fait, ça aussi, c'est une forme de violence pour les professionnels, c'est-à-dire se retrouver en permanence en raison d'un cadrage prohibitionniste dans des injonctions paradoxales. Un autre élément qui a à voir là avec les politiques de manière plus générale et avec la question du contexte structurel, c'est la question de la précarité. C'est-à-dire qu'en fait, tous les usagers de substances ne sont pas stigmatisés de la même manière. Moi, en tant que sociologue, ce que j'ai pu montrer dans mes travaux, et d'autres l'ont fait également, c'est qu'en fait, l'usager aujourd'hui qui fait partie des figures les plus stigmatisées, c'est l'usager de crack qui occupe l'espace public, qui d'ailleurs, malheureusement, n'est pas appelé usager, mais appelé zombie. Donc en fait, les discours très moralistes sur la question de l'usage de drogue existent encore. Mais chez l'usager de crack, ce qui pose problème, au-delà même de la question du produit, c'est le fait qu'il soit pauvre, c'est le fait qu'il soit dans l'espace public, qu'il n'ait pas de logement, et c'est également le fait qu'il se retrouve, il se retrouve à consommer des produits auxquels on associe un certain nombre de représentations très, très négatives, et parfois, ce n'est pas tant le produit lui-même. Donc, oui, il y a la question des comorbidités psychiatriques également, c'est-à-dire que les usagers de crack sont aussi souvent associés à la folie. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce dialogue, à la fois entre les professionnels, les usagers qui sont parfois les mêmes, je parlais des identités multiples, avec les organisations, les institutions, avec les politiques,
elles deviennent compliquées et donc elles produisent de la violence. Et ces violences, moi, ce que je peux voir dans mes travaux de recherche, c'est que malheureusement, elles sont normalisées à la fois par les usagers. Quand les usagers subissent des violences policières dans la rue, par exemple, nous, dans les entretiens qu'on mène, ils nous décrivent des situations qui sont des situations de violence, mais ils ne les verbalisent pas toujours de cette manière-là, en considérant qu'il est normal, alors ça doit renvoyer à la stigmatisation, qu'il est normal qu'on s'adresse à eux de cette manière-là. Et cette normalisation, je l'ai aussi observée dans le cadre de mes travaux de recherche chez les professionnels. J'ai toujours été très surprise du fait que des professionnels en addictologie ou des professionnels en réduction des risques soient amenés, par rapport à d'autres professionnels, à subir des situations de violence, des situations de tension que des professionnels d'autres champs n'accepteraient pas. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça. Alors, pour conclure, donc, sur ce qui a été évoqué donc dans les interventions et dans les échanges, je pense qu'il y a un élément très important qui est la question de la tension entre la sécurité et la santé publique, c'est-à-dire que voilà, toute la difficulté aussi en addictologie de la posture du professionnel, c'est cette question des tensions entre est-ce qu'on est là pour soigner ou est-ce qu'on est là pour contrôler. La question de la stigmatisation est également un point très, très important. Et sur la question de la stigmatisation, dans l'enquête Europe sur les représentations de l'usage de drogue qui est menée par l'OFDT, nous, on avait travaillé sur les représentations de l'acceptabilité sociale des salles de consommation à moindre risque dans le cadre de l'évaluation des salles. Et en fait, ce qu'on avait mis en évidence, c'est que les Français qui étaient défavorables aux salles, c'était les Français qui avaient le plus bas niveau de connaissance en fait sur les produits. Donc ça renvoie également à stigmatisation à la question du niveau de connaissance. C'était ceux qui étaient les plus conservateurs sur le plan politique, mais ça, on pouvait s'y attendre. Et puis, c'était également ceux qui n'avaient jamais fait l'expérience de l'usage, quel que soit le produit. Sur la question de la coexistence du modèle moral versus le modèle médical, donc je trouve que c'est un élément très, très, très intéressant, mais il faut quand même avoir en tête, je crois que quelqu'un dans l'Assemblée l'a dit, que ces deux modèles, parfois, ils se juxtaposent. Nous, dans le cadre d'un travail de recherche qu'on a mené avec Laurent Michel sur la réduction des risques en prison, qui a aussi été évoqué et qui, à mon avis, est un exemple intéressant des limites, enfin des difficultés qu'on peut rencontrer sur la mise en place de la réduction des risques, les discours les plus moralisateurs étaient ceux des soignants et pas ceux des personnels pénitentiaires. Parce que les soignants que nous avions rencontrés, alors pas tous, mais en milieu pénitentiaire, voyaient la mise à disposition de seringues comme un frein à l'objectif qu'ils se donnaient de sevrer les personnes pendant qu'elles étaient en prison, alors que les personnels pénitentiaires, eux, ils pensaient à ce qui leur paraissait compliqué, c'était comment les protéger si on met en place des programmes d'échange de seringues. Mais il n'y avait pas de regard spécialement moralisateur sur le fait de... Alors, je parle des personnes sur le terrain, pas des syndicats, hein, parce qu'au niveau des syndicats de personnel pénitentiaire, c'était autre chose. Il y a un autre point aussi qui me semblait, j'ai deux derniers points, qui me semblaient importants, c'est la question sur les questions de sécurité qui ont été évoquées à plusieurs reprises. Moi, je suis frappée de voir qu'il y a un développement aujourd'hui de nouvelles professions pour gérer la question de la violence. Vous avez parlé de chargés d'accueil, on parle de médiateurs aussi. Dans certains lieux, vous avez des vigiles à l'entrée, des vrais vigiles. Hein. Et là, ce qui se joue ici, c'est la question aussi de l'accueil inconditionnel. C'est-à-dire que ces personnels de sécurité, et c'est ça que je trouve paradoxal et intéressant, ils sont là pour encadrer et pour assurer la sécurité, mais c'est ce qui permet aussi l'accueil inconditionnel, parce que en assurant, enfin quand ils travaillent bien, mais c'est généralement le cas dans ce que j'ai pu observer, en assurant la sécurité des professionnels vis-à-vis de troubles qui pourraient être exercés par des usagers, ils assurent aussi la sécurité des autres usagers.
parce que nous, dans les entretiens qu'on mène, il y a plein d'usagers qui viennent dans les centres pour être protégés de la violence de la rue. Donc en fait, tous ces dispositifs de sécurité qui sont mis en place pour faciliter l'accueil peuvent aussi bénéficier aux usagers, à condition bien sûr qu'ils soient mis en place de manière intelligente. Et puis pour terminer, j'ai trouvé très intéressante la question de la responsabilité que vous avez évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand je suis venue à l'atelier, je pensais qu'on allait beaucoup parler de responsabilité pénale, qui est une question importante. Mais en fait, cette responsabilité, effectivement, c'est important d'avoir en tête qu'elle est à décliner en tant que responsabilité morale et professionnelle d'assurer le meilleur soin, une autre forme de responsabilité morale de protéger les professionnels. Et ce sens, enfin, le sens qu'on attribue à la morale, qui là, dans votre travail, était plutôt, je pense, dans un sens de moralisateur, c'est-à-dire l'usage de drogue perçu comme une déviance. En fait, la morale, ça peut être un mot, au contraire, extrêmement positif et qui renvoie à la question de l'éthique qui a été évoquée aussi. Et je pense que peut-être que c'est ce terme-là qui pourrait être choisi dans nos débats. Et juste une dernière phrase, qui sera ma phrase de conclusion. On a beaucoup parlé des stéréotypes autour des personnes addictes, mais je pense qu'il faudrait parler aussi, et c'est peut-être une prochaine idée d'atelier pour dans 2 ans à ATHS, mais des stéréotypes qui existent autour des addictologues et des professionnels de réduction des risques. Et voilà, les stéréotypes, ils existent également. Alors, je serais curieuse de savoir quelle est la part des étudiants en médecine qui vont ensuite choisir l'addictologie. Est-ce que c'est aussi bien choisi, par exemple, que j'ai vu là dans ce qui est choisi aujourd'hui, c'est chirurgie esthétique, dermatologie, dans les premières places. Je ne sais pas comment se positionne la dictologie, mais je pense qu'en fait, voilà, je sais que la psychiatrie est très en bas, comme la médecine du travail, comme la santé publique. Et je trouve que voilà, il faudrait mettre en regard ces stéréotypes autour des personnes que vous accueillez et vous soignez, en regard avec les stéréotypes que vous-même, en tant que professionnel de santé ou du médico-social, vous pouvez être amené à subir aussi de votre côté. Aurélien, un petit mot simplement. Alors, oui, on a quelques questions, si vous souhaitez. Mais je vais peut-être juste réagir, parce que tu me tends la perche sur... je vous la donne. Hein. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça pose le cadre que le personnel soignant n'est pas... ça reste un citoyen avec des opinions, une trajectoire, une vie, une personne. Et les médecins... Évidemment, quand on fait chirurgie ou bien dermato, c'est pas le même médecin qui fait addicto-psychiatrie. Je veux dire, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, quoi. Je veux dire, on n'est pas les mêmes. Hein. Bon. On vote pas pareil. Hein. Vous m'entendez? Ah oui. Oui, bonjour. Nathalie Hubert, je suis médecin addictologue, responsable d'une ELSA et d'une unité de soins avec des lits d'addictologie. On a beaucoup parlé de la question des limites du cadre, hein, à la fois moral, à la fois sécuritaire. Et justement, on n'a pas trop parlé de comment on réagit en tant qu'équipe quand le cadre est dépassé, justement, et aussi au regard de la sécurité des soignants, de la continuité d'un dispositif de soins, donc la question de l'individu, du groupe, enfin voilà, toutes ces questions un petit peu éthiques et vraiment qui sont présentes dans nos quotidiens. Est-ce que ça vous arrive dans vos structures, que ce soit en pluridisciplinaire ou à l'aide du conseil de vie sociale, de mettre un terme à certaines situations de suivi pour protéger certains individus? Il y a la question aussi des moyens de protection. Je me suis retrouvée aussi, par exemple, confrontée à la réalité qu'une institution ne peut pas porter plainte, ne peut pas faire de main courante. On doit le faire au nom de l'individu. C'est des choses qui sont accompagnées parce que c'est quand même pas évident. Et sur le plan de la loi, il y a aussi de nouvelles choses qui sont en train d'arriver pour permettre une meilleure protection de prévention des violences potentielles faites aux soignants. Donc voilà, juste cette question effectivement de quand le cadre et la limite a été atteinte, a été dépassée. Voilà, peut-être juste 2-3 expériences ou réactions de votre part.
Moi, peut-être juste un élément de réponse qui ne répond pas à l'ensemble de la question, qui pourrait faire l'objet aussi d'un atelier à proprement parler. Une institution ne peut pas porter plainte à la place des personnes, elle peut accompagner la plainte. Et par contre, une institution peut faire un signalement au procureur de la République sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc une institution peut tout à fait signaler au procureur des comportements abusifs qui ont mis en danger les professionnels de l'établissement. Enfin, nous, ça nous arrive régulièrement de le faire, en tout cas à Charles Perrins. Et donc l'établissement est tenu d'apporter la protection fonctionnelle au professionnel qui a subi un acte, donc de manière à ce que ces frais de justice soient pris en charge et qu'ils soient accompagnés par l'établissement. Même si, alors je le dis rapidement, il y a un sujet autour de la mise en place d'une plainte par l'hôpital au lieu d'une plainte par le professionnel, mais c'est un... comment dire ? Dans les discussions parlementaires, dans les débats parlementaires, on voit qu'il est question de ce sujet. Je pense que ça serait très très fragile juridiquement, parce que le principe du droit pénal, c'est quand même qu'il faut qu'une personne ait subi elle-même un préjudice pour pouvoir porter plainte. Donc ça serait je pense qu'au regard d'une saisine du Conseil constitutionnel ultérieur, un texte de ce type serait quand même très très fragile. Peut-être un petit mot clinique, parce que votre question elle est importante et elle se pose très souvent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours c'est à la carte. Parce qu'en fait, quand on prend une décision, les autres patients ils nous regardent. Et quand on est chef, nos collègues regardent ce qu'on fait. Et les autres patients nous regardent et ils veulent être protégés, ils ont le droit, ça a été évoqué, à être protégés. Et donc parfois, une décision sera malheureusement pas bonne pour l'usager, mais bonne pour l'institution, et vice-versa. Donc c'est une vraie question à la carte, et c'est là où encore, moi je reviens sur l'approche éthique, c'est une décision qui doit être portée par l'équipe. En plus, ça évite une confrontation directe. Moi, je passe mon temps à éviter la dualité. C'est toujours... on sait bien qu'en addicto, plus on se confronte, plus on crée des montagnes et moins on avance. L'idée, c'est de trouver une troisième voie et un terrain où on fait évoluer petit à petit le lien thérapeutique, on sait bien, c'est un fil de laine. On tire trop fort, il se casse, on tire pas dessus, on ne sert à rien. Donc c'est cet arbitrage comme ça. Donc je dirais c'est à la carte, et effectivement, l'institution, ça a du sens. Les usagers doivent être protégés quand ils sont en salle d'attente au XAPA. Ils ne doivent pas subir une violence d'un patient qui n'est pas forcément toujours dans une démarche de soins, mais certains sont quand même dans une démarche de soins, mais sont dans une phase aiguë de leur maladie. Voilà. Donc je dirais à la carte pour vous répondre sans faire de réponse de Normand. Merci. Merci à tous. En guise de conclusion, c'est un mot. Il y a un élément qu'on a oublié, c'est un acteur qui est très présent pour nous les médecins, c'est le Conseil de l'ordre des médecins. Je voulais quand même vous rappeler une chose, c'est que le recours aux plaintes dans notre pratique est de plus en plus présent. Moi, je le sais pour des raisons liées à la pratique dans mon établissement et quelques témoignages. Il y a de plus en plus de recours de la part des patients, de leurs familles, qui ciblent le médecin lui-même, notamment sur des refus d'hospitalisation, refus de soins. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent et qui, à mon avis, doit être pris en compte dans, parfois, la difficulté, la spontanéité de la décision du médecin. De plus en plus. Et là, c'est quelque chose de très nouveau, parce que ça fait quand même 30 ans que j'exerce. Ça fait très peu de temps, ça fait 2-3 ans. On a des recours et des situations de conciliation de plus en plus fréquentes. On a une dizaine en une année, donc c'est un phénomène qui est nouveau, qui probablement doit nous interroger sur le rapport qu'on a avec nos patients et leurs familles. Et ça, à mon avis, c'est un acteur qu'on a oublié, pas vraiment, parce qu'il est en train de s'inviter dans notre pratique. Voilà, c'est ce que je voulais dire en conclusion. C'est pas très marrant, mais vous avez tout dit. Merci d'être venu écouter finalement une forme nouvelle d'échange entre l'administration, les patients qui étaient très présents, et puis les praticiens. Mille merci. Petite demi-heure et on reprend.